Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Joël Dupuche, ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon et acteur qu'on a notamment découvert dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Pur produit du bassin, puisqu'il est issu de 7 générations d'ostréiculteurs, il déguste sa première huître vers ses 3 ans et depuis, ne les a plus quittés. C'est un personnage généreux, franc et qui me partage, sans aucun filtre, son histoire. De la bourriche d'huîtres au plateau de tournage, il se nourrit de rencontres, de moments précieux et de son coin de paradis, le bassin d'Arcachon. Je vous laisse découvrir l'histoire passionnante de Joël. Belle écoute à tous! Bonjour Joël. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation sur Le Pompon. Ça fait plaisir. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Joël Dupuche, j'ai 65 ans, je fais 1m87, 115 kg, je dois avoir une tension de 13,8 ou peut-être 14,7 et la vie est belle. Nickel. T'es un pur produit du bassin ? Ah ouais. Ouais. Est-ce que l'idée donc c'est de voir un peu tout ton parcours et de comprendre si je ne m'abuse jusqu'à tes 18 ans, t'es resté par ici ? Jusqu'à mes 18 ans, je vivais ici et je ne bougeais pas d'ici. Ouais. Je jouais au rugby au Cap-Ferré, je faisais plein de sports, du judo, la vie d'un mec de la campagne. Ouais. Le Cap-Ferré, il y a plus de 40 ans, c'était plus cool qu'aujourd'hui quand même. Hein. Déjà, la commune était coupée en 2. Ouais. Il y avait la commune de Lège qui était d'un côté, et puis il y avait la commune de La Teste qui gérait le Cap Ferré à partir de chez Patachou. Donc Okay. tout le bout de la presqu'île était à La Teste. Et c'était pas les mêmes pays. On n'était pas les mêmes pays. Il y avait des équipes de football au Cap Ferré, c'est le derby Lège le Cap Ferré. Ah oui, il y avait vraiment un derby. Non, il y avait vraiment un derby. Génial. Et en 76, je crois, les deux parties ont été rattachées à la mairie de Lège. Ouais. Et donc, c'est devenu une seule commune. Mais des gens vivaient avec de la compétition. Et puis le bassin, à l'origine, c'était fait de petits villages de pêcheurs, puisque Monsieur Léon Lesca était propriétaire quasiment de toute la presqu'île. Mm-hmm. Et donc, les seuls endroits où il y avait eu des développements urbains, ouais, ça avait été sur le domaine public maritime. Parce que les ostréiculteurs, quand l'ostréiculture démarre en 1870, les ostréiculteurs qui naviguaient à la voile ou à l'aviron se rendaient sur leur parc à huîtres avec à la voile ou à l'aviron. Donc c'était très long de venir. Et quand le soir, ils venaient sur des zones de ce côté du bassin, au lieu de rentrer chez eux à La Teste, Gujan, Andernos, Suarez, ils se mouillaient sur les plages et ils dormaient dans leur bateau pendant la période des fortes eaux. Et puis de leur bateau, ils ont commencé à construire des cahutes, et puis des cahutes, des cabanons, et puis... Et à ce moment-là, la famille Lesca a dit « Mais qu'est-ce que sont tous ces gens sur mes plages c'est pas terrible. » Et là, à la demande de Napoléon III, donc qui vraiment poussait l'ostréiculture, ouais, le préfet a dit « Écoutez, le domaine public maritime, ça appartient à l'État. Donc on autorise la création de groupements ostréicoles sur la presqu'île. » D'où la naissance de tous les villages de pêcheurs
qu'il y a, donc en partant du four, les jaquets, petit piquet, grand piquet, piraillant, le canon, l'herbe et le ferret. Ok. Voilà, ça c'est la création des villages. Et là, il y a des gens qui ont commencé à habiter dans ces villages. Ouais. C'est-à-dire qui ont sédentarisé et qui ont, à partir de 1890, où il y a vraiment commencé à y avoir une vie locale dans les villages. Et le village où moi j'habite et où j'ai grandi, il y a 8 maisons, il n'y a que ma famille. Okay. On est tous cousins germains, frères, sœurs. Voilà. Donc on vivait vraiment dans des... On vivait vraiment dans des petits villages. Et dans les années 60 encore, il y avait des régates de pinassotes, enfin les bateaux typiques du bassin. Il y avait des régates à l'aviron et à la voile. Okay. Et c'était les équipages des villages. C'est-à-dire dans chaque village, il y avait 2-3 bateaux et c'était... C'était famille contre famille en fait. Ouais, c'était un peu famille contre famille. Alors sur le bassin, je pense que ici... Ouais, je pense vraiment, quand on l'atteste, alors Arcachon, c'est une sociologie à part, c'est une ville qui a été créée en 1870, je crois, ou 1880. Mais toutes les autres communes du bassin, en fait, où que je me balade, j'ai des parents ou des alliés. Ça énerve ma femme qui me dit, mais celui-là, c'est encore ton cousin. Ben oui, alors bon, les cousins à la mode de Bretagne, ça fait, mais c'est vrai qu'on est à peu près tous cousins ou alliés, voilà. Ok. Et donc, l'enfance proche du bassin? Ah, mais une enfance ici, à la pêche, à la chasse, voilà, c'était nos 2 grosses activités, c'était la pêche, la chasse et le sport. Ok. Et l'école était très secondaire. Ah ouais? Ouais. Il y avait d'école ou... Si, il y avait des écoles, mais bon, nous, c'est pas ce qui nous passionnait vraiment. Et puis c'est vrai que plein de gens ici, se disaient, moi je vais faire les huîtres, quoi, donc... Pareil pour toi? Pas trop me faire chier à les équations du 2e degré, quoi. Hein, ouais, qu'un compas ou... Voilà. Et pareil pour toi? Ouais, non, moi je savais, je savais que je ferais les huîtres, quoi. Ok. Parce que dans la famille, donc c'était... ça faisait 7 générations, et puis moi je vivais huîtres du matin au soir. Mon père travaillait dans les huîtres, ma mère travaillait dans les huîtres, mon grand-père travaillait dans les huîtres, ma grand-mère travaillait dans les huîtres, donc j'entendais pas... L'huître, c'est une deuxième nature, voilà, ça... Je pense que ça a occupé 65 ans de ma vie. Depuis tout petit, quoi. Ok. Voilà. Ok. T'as le souvenir de la première huître que t'as mangée? Ça fait un peu. Ah, les premières huîtres que j'ai mangées, je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, le bassin d'Arcachon faisait des plattes. Donc la plate, c'est du nom latin Ostrea edulis. C'est ce qu'on appelle les belons aujourd'hui. Okay. Et quand j'étais petit, tous les jours, à partir de, je sais pas, je vais avoir 3-4 ans, tous les jours, j'avais 6 plates en début de repas. Tous les jours. C'était notre hors d'œuvre, c'était tous les jours. Voilà. Oui, donc les huîtres, c'est vraiment, j'en bouffe depuis très longtemps. Ok. Et donc après, à 18 ans, quand tu commences à bosser? À 18 ans, d'abord, je pars au service militaire. Ouais. Où ça? Je fais mon service militaire à Ourtin, dans la Marine nationale, où je tombe dans une base, la base d'Ourtin, qui était la base de présélection de tous les gens qui faisaient la marine en France, sauf les Bretons, qui passaient à Brest. Ouais. Mais tous les autres de toute la France passaient à Ourtin, à partir du moment où ils étaient affectés dans la marine. Donc j'arrive à Ourtin, en vie, en plus, je devais être fiancé à l'époque, donc je voulais pas partir trop loin. Donc je commençais à intriguer sur place pour me trouver soit une place au foyer, soit une place, dans différents services où ils avaient besoin de gens. Et comme il y avait beaucoup de locaux, c'était facile, puisque j'avais tous mes cousins qui étaient déjà en place. Donc j'ai commencé à essayer pendant mes classes. Alors l'armée, c'est un moment très particulier parce que, en fait, quand moi j'étais un petit bourgeois, quand j'étais petit bourgeois, j'avais une vie très saine et assez facile. Et je me retrouve au service militaire. Déjà, quand on rentre dans l'armée, la marine, en plus, c'est une arme qui est très... la marine nationale, c'est la marine nationale, c'est pas l'armée. Et il y a beaucoup de traditions, beaucoup de respect, beaucoup de règles, c'est très... Ce qui te changeait ou... Non, pas du tout, parce que je suis pas un révolutionnaire, je suis pas un anard dans ma tête, quoi. Okay. Mais en fait, quand on rentre d'un seul coup, on arrive, les mecs nous rasent, on nous vire nos fringues, on se fout à nous engueuler, nous menacer de la forteresse si on déconne, on nous fait marcher au pas, on nous fait chanter, on nous fait faire des pompes, on nous modélise. Ouais. On nous modélise et ça marche bien. Et c'est vrai que pendant 15 jours, 3 semaines, on se retrouve
on est totalement déstabilisé, on est hors de son univers, on est les fringues au début elles sont pas encore taillées donc on ressemble à des Mickey, enfin c'est un peu castrateur comme période donc. Et c'est drôle parce qu'on se retrouvait dans des pioles à l'époque, on était 180 dans un dortoir avec des plumards sur 4 de haut. Donc ça sentait le fennec dans le truc. et donc là on se crée des amitiés, je sais pas, on se regroupe. Ouais. Mais purement par affinité, c'est-à-dire qu'on se connaît pas, on sait pas qui est le mec, mais à un moment, son regard, sa gueule nous plaît, sa manière d'être. Et là, il y a des groupes qui se créent. Mais il y a des groupes qui se créent, c'est presque des groupes de protection. C'est-à-dire, face à l'agression qu'on a, on se retrouve avec un peu d'affection avec des mecs avec qui on est bien pour oublier un peu les vicissitudes du moment, quoi. Hein. Et alors, un truc qui m'a marqué, c'est que je me suis aperçu que les mecs avec qui j'avais eu le feeling, quand au bout de 3 semaines, ça se décante un peu, on commence à gérer un peu la pression et tout le truc, on sort de la gestion du contexte, où avant on ne fait que parler de la situation que l'on vit, et on se fout à parler de soi. Et on se fout à parler de soi, et on prend du temps, et on se montre des photos, et tiens, ça c'est ma nana, ça c'est moi avant, ça c'est bien. Et je me suis aperçu que les gens que j'avais choisis, mon groupe d'instinct, je pense que ça aurait été mes voisins avant le service militaire, je leur aurais jamais adressé la parole, tellement ils me ressemblaient pas. Et ça a été la première impression sur le service militaire. C'est que d'un coup, on se retrouve tellement loin de ses bases, tellement loin de ses codes, tellement loin de ses valeurs, de son éducation, de tout, que là on rencontre des gens, et à part notre instinct animal, et à part le feeling que l'on a, il y a aucun signe de connivence, il y a aucune règle, il y a rien. Et on s'aperçoit que des gens avec qui on a le feeling, dans la vie normale, si ça avait été des gens près de chez nous, ils nous ressemblaient tellement peu, qu'ils nous auraient fait peur, ou qu'on aurait été indifférents et qu'on ne leur aurait pas parlé. Et ça a été la première règle de base, de me dire, voilà, ton feeling c'est le bon. Si tu sens que le mec il peut ressembler à un clodo, s'il a l'œil qui pétille, va voir. Okay. Va voir. Okay. Et la deuxième expérience sur le même sujet que j'ai eue, c'est qu'un jour je fais l'inauguration du centre Leclerc Furtado à la gare de Bordeaux. Okay. Et je suis très jeune, je vais avoir 21 ans. Donc c'est une inauguration, c'est un peu officiel, je suis en costard cravate, on aurait dit que j'allais en mariage. En fait, vraiment, je suis vraiment le macadam cowboy, le blaireau qui va à la ville. Donc j'étais habillé en costume du dimanche. J'étais en train de discuter avec le directeur avec qui je m'entendais bien. Et je vois un mec qui rentre. Les cheveux en bataille, mal rasés de 3 jours, mais c'était vraiment pas la mode à l'époque. La cravate en traviole, le col ouvert, costard bleu marine. L'impression qu'il y avait des pellicules dessus, il n'y en avait peut-être pas, mais l'impression qu'il y avait des... Enfin, le tout, quoi, ça ouais, je vois le mec rentrer, j'ai dit, putain, un clochard. Ouais. Mais vraiment, hein. Ouais. J'ai dit, c'est un clodo. Et il va se faire virer par les... Et puis moi, j'ai mes 21 ans, alors... La description, mais mon ressenti de la personne qui rentre, c'est ça, c'est un clodo. Et le mec s'approche et dit, il va se faire virer, ça va mal se passer pour lui, quoi. Et là, le directeur du magasin se tourne et fait « Oh, monsieur Leclerc ». C'était le père Leclerc, le père du patron de Leclerc actuel, Édouard Leclerc. Okay. Une simplicité absolue, le mec... voilà, il avait dû avoir un voyage éprouvant, donc il était normal, quoi. Mais sauf que nous, on était tellement endimanchés que de seul coup, ce mec qui rentre, je dis putain, mais il va se faire virer. Quoi. Et de ce jour-là, je me suis dit, oh mec, il peut rentrer avec le slip sur la tête. Okay. Ouais. Regarde surtout sa manière d'être, avant de t'occuper de son paraître. Voilà. Et donc voilà, ça c'est mes 2 expériences sur l'être. Okay. Voilà, c'est quoi C'est ça. Et puis alors après à l'armée, donc je passe mes tests, j'en fais des tests psychologiques et psychotechniques. Ouais, tu les as eu. Et je passe mes tests, et un jour un officier du service d'orientation psychologique m'appelle, me dit voilà, on peut vous voir. Je dis oui. Le mec vient me voir, il me dit vous voulez pas travailler avec nous? Bah j'ai dit non.
Ben, il m'a dit pourquoi. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais permis poids lourd, je vais essayer de rentrer au garage, je vais essayer de rentrer au foyer, enfin j'ai des pistes, je suis musicien, donc au foyer ils veulent bien me prendre. Le mec me dit, vous savez, dans la marine, on a des bases partout. On a même à Strasbourg. Mm. Et souvent, quand les gens ils refusent une affectation, après ils peuvent se retrouver affectés n'importe où. Hein. Il m'a dit, écoutez, vous savez ce qu'on fait ici? Ben, je lui ai dit, oui, vous faites passer les tests et vous devez dépister à peu près les neuneux des pas neuneux et puis les affecter en fonction de leurs compétences. Il m'a dit, c'est exactement ça. Exactement ça. Bon, le mec, il me dit, écoutez, vous pressez pas, vous avez 24 heures pour réfléchir, vous réfléchissez. Si c'est OK, vous revenez me voir et on vous affecte et vous restez là. Si c'est pas OK, après vous en remettez aux aléas des services. Je rentre à ma chambrée, je retrouve mes compagnons de chambrée, je leur raconte, il me dit putain, tu vas te retrouver muté à fouiller pas les pieds en mordant. Et dis-lui oui. Et donc je suis reparti quasiment 3 heures après au service, j'ai demandé le mec et j'ai dit écoutez finalement j'ai réfléchi, je veux bien travailler avec vous. Okay. Et bien m'en a pris. Parce qu'en fait là, on a passé 22 000 mecs qui avaient entre 18 et 22 ans. Tous les jours, j'avais 60 mecs en salle okay. à gérer. Ouais. D'abord à gérer pour leur faire remplir des tests. À la con, j'allais dire non, on fait des tests. et comme c'était passionnant, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les techniques de décryptage des personnalités, finalement, c'est assez bien fait. Okay. Et comme ça me passionnait, j'avais 19 ans, donc... je me suis foutu à m'occuper des statistiques du service, à regarder ce qui se faisait, et là, j'ai découvert encore plus la différence. Okay. Et la différence, les valeurs, on a eu les nouveaux Calédoniens qui sont venus, on a eu les Martiniquais qui sont venus, on a eu les Tahitiens qui sont venus, et avec des gens qui fonctionnaient avec chacun avec des règles complètement différentes, des comportements de groupe totalement différents. Je me rappelle les néo-calédoniens et les tahitiens, il fallait chercher le plus grand et le plus costaud. Il m'expliquait que s'il y avait un mec dans la section qui bougeait, c'était lui qui plongeait. Et en fait, on s'adressait qu'à lui, on s'adressait pas aux autres. Okay. Et ça marchait super bien. Ouais. Donc ça m'a ça m'a ouvert, sortant d'un milieu hyper fermé, ici, où on vivait bien et tranquille et avec l'impression que le monde tournait comme notre village. Ouais. Je me suis retrouvé à l'extérieur avec des gens... de tous horizons. Mais quand je dis de tous horizons et de tout... oui, mentalité. Ouais, de toute mentalité, parce que vraiment, ça prend tout. Ouais. Et on a eu un échantillon quand même, quand on passe 22 000 mecs dans l'année. Oui. C'est tous de la même tranche d'âge. Ok. J'ai découvert des illettrés complets, j'ai découvert des mecs totalement associables. Il y avait un mec qui était berger, je crois qu'il connaissait sa mère et ses chèvres. Non, mais c'est assez impressionnant, et comme ça me passionnait, je me tapais l'après-midi les entretiens avec les psychos et les psychiatres, okay. Puisque eux, ils approfondissaient. En fait, notre service, nous, on faisait le gros tri. Ouais. Dès qu'il y avait des mecs qui avaient des trucs anormaux, poum, on les repassait sur notre service, on refaisait des batteries d'appréciation et de tests. Ouais. Et après, vraiment, la crème. La crème des cas passait directement avec les psys et les psychologues. Okay. Et là, j'ai découvert un univers, ouais. Voilà, un autre univers. Ah bah ouais. Et ça a été génial. Ah bah ouais. Voilà. Donc pendant combien de temps? Un an. Un an. Ok. Alors, découverte sur les personnes, sur la façon de... Ah non, c'était fabuleux. Et puis, bon, le Ourtin, on était à l'armée, on ne travaillait pas comme des guerriers, donc on travaillait en moyenne 10 jours par mois. Ok. Et le reste du temps, je jouais du saxophone, je faisais du judo, du rugby, de l'athlétisme, voilà, j'étais au Club Med. Sympa. Voilà. J'avais un atelier psycho, et après, je faisais des ateliers voilà. Artistiques et ce qui était génial. Ok. Piano? Voilà, ouais, il y avait pire. Ouais, c'est clair. Et je regrette d'ailleurs que je trouve que c'est dommage qu'on ait supprimé le service militaire, parce que je trouve que la seule fois où les gens sortaient de chez eux, je pense que les gens qui ont prôné le service militaire étaient des gens qui avaient une vision du monde très large et qui se sont imaginés, comme le paysan que j'étais, que le monde est à l'aune de leur monde à eux. Et qu'en privant les gens de cette rencontre sociale, on a foutu un gros plan à la société.
Parce que la seule fois de ma vie où j'ai été confronté, la première fois de ma vie où j'ai été confronté à l'arbitraire, l'injustice, l'autorité, je dirais brutale et pas toujours intelligente, c'est là. Je suis pas un mec sur la gueule de qui on marche quand j'ai pas envie qu'on me marche dessus. Mais là, finalement, ils ont réussi, quels que soient les mecs. Je n'ai jamais vu un mec qui a refusé de marcher au pas. Jamais. Alors, ça mettait le temps. Il faisait 30 jours de tôle, et les tôles, c'était pas, il n'y avait pas de Game Boy. Hein, mais, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'était une confrontation aux autres, une confrontation à des codes, et avec une obligation d'accepter ces codes, sinon la vie devenait ingérable pour eux. Moi, je n'avais jamais fait mon lit. J'avais une mère merveilleuse, je n'avais jamais fait mon lit de ma vie. J'ai fait mon lit à l'armée. Je n'avais jamais plié une chemise de ma vie. J'ai plié mes trucs, on avait des inspections de tranche, putain, il fallait qu'on ait tout qui fasse 24-24. J'avais l'impression que je passais le concours de Polytechnique quand je faisais ça, parce que c'était tellement pas ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde l'a fait. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens ne soient plus confrontés à ça, parce que cette espèce de soumission à l'autorité, parce que c'est pas une acceptation de la soumission, c'est vraiment une soumission à l'autorité, mais c'est une soumission de survie quand on est confronté. C'est-à-dire que ou on vit bien, ou on vit très très mal. Et je trouve que c'est une expérience qui doit être vécue. Parce qu'on y est confronté une fois, et puis on s'aperçoit que c'est pas si terrible, et que finalement, pour vivre en groupe, ben, il faut des règles. Et que ces quelques règles, le meilleur endroit où on les apprenait, c'était là. Parce que c'était des règles communes. C'était pas les règles de notre milieu ou de notre univers. C'était des règles communes à tous. Et je trouve que c'est dommage. Et de sortir de son univers, parce que je pense que la pire des choses pour les gens, c'est le cloisonnement et l'enfermement dans des univers. Je n'ai jamais eu de bande. Je n'ai jamais supporté d'avoir de bande. J'ai l'impression qu'on tourne en boucle, on se raconte toujours les mêmes histoires, on a les mêmes certitudes, on se les partage, on se les renforce, et on devient con, quoi. Il faut s'oxygéner. Et s'oxygéner, c'est aller à la rencontre des autres, des gens différents. C'est ça l'oxygénation. J'aime bien, mais de toute façon, on va revenir souvent sur les gens. Je crois que c'est très important. C'est la base de ma vie. Il n'y a que ça qui m'intéresse. En fait, vraiment, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est les rencontres et les moments. Je n'ai aucun souvenir des jolies voitures, des jolies choses que j'ai eues. Mais mes souvenirs aujourd'hui, et je commence à en avoir un paquet, c'est les rencontres et les moments. C'est des gens et des moments. Ça me marque. Les bagnoles, si je me concentre, je vais bien trouver un truc furtif. Mais si on me dit, putain, les jolis moments que t'as passés, ben les jolis moments, ça n'a jamais été lié au matériel. Ça a toujours été lié aux rencontres et aux instants. Parce que j'ai je sais pas qui c'est qui l'a dit, un mec qui a dit, il n'est d'amitié que d'instant, et je suis assez d'accord. L'amitié, c'est la quantité de fréquentation n'induit pas une amitié. C'est des habitudes, c'est être rassuré. Mais finalement, il n'y a pas forcément de partage. Et je trouve que ce qui fait l'amitié, c'est le partage. Moi, j'ai croisé des gens dans le monde entier, avec qui on a vécu des moments très particuliers. On n'a pas besoin de se voir toutes les semaines. Hein. On peut se téléphoner et ne pas se voir pendant 10 ans. Je suis sûr que si je l'appelle et je lui dis, tiens, je suis à 100 bornes chez toi, perdu au fin fond de l'Australie, le mec va me dire, bouge pas, j'arrive. Et il y aura pas, et on va se quitter, on va se trouver comme on s'est quitté. Et donc, il n'y a aucune... il n'y a pas il y a pas de force d'habitude, quoi. Enfin, j'aime pas les habitudes. Ouais. Comme ça, c'est dit. Parfait. Et donc, après le service militaire? Après le service militaire, les huîtres. Les huîtres. En fait, j'ai fait le service militaire parce que, je ne saurais pas le dire, mais les enfants n'écouteront pas, mais c'est trop tard. En fait, j'étais un peu branleur, et le jour où je devais passer des examens scolaires, en fait, j'étais en bateau avec une jeune fille sur l'eau. Et je m'étais trompé de 2 jours. C'est pas beaucoup. J'aime bien le c'est pas beaucoup. Mais je croyais que c'était le 7 et le 8, en fait c'était le 5 et le 6. Okay. Et donc quand j'ai débarqué au lycée pour passer les examens, je suis tombé sur un copain, il me dit pourquoi t'es pas venu? Mais je lui dis mais venu où? Eh bien il me dit passer l'examen. Et je lui dis c'est aujourd'hui et demain. Ah non, il me dit c'était hier avant-hier.
J'ai dit, putain, mauvais temps. Donc, je suis parti au bistrot, c'était à Talence. Je suis parti au bistrot au Longchamp, qui était le bar en face du lycée. Ouais. Et là, j'ai regardé les annonces de chauffeur-livreur, comme j'avais les permis. Et donc, j'ai trouvé un mec qui me dit, on vous prend. Okay. Et donc, là, j'ai appelé mon père en lui disant, j'ai un peu raté les examens, mais je m'assume, t'inquiète pas, j'ai trouvé une place de chauffeur-livreur. J'ai pas la peine de gueuler par anticipation. C'est ça. Et en fait, il m'a dit, laisse tomber ça, tu pars à l'armée, tu vas faire l'armée, et puis après, tu viendras bosser. Okay. Et donc, c'est comme ça que je suis parti à l'armée. Et donc, après l'armée, j'ai embrayé direct dans les huîtres. Et donc, là, j'ai fait là, j'étais manœuvre, quoi. Ouais. Là, j'ai fait ça pendant 73 à 78, quoi. Voilà, j'ai fait 5 ans d'ouvrier agricole. Okay. À la production, à bosser. On avait une grosse exploitation. On avait 35 salariés. Ouais. Et donc, on allait au parc tous les jours. Enfin, vraiment, là, physiquement, c'était dur. Très dur. Okay. Et en plus, à cette époque, il n'y avait pas les matos qu'on a maintenant. Aujourd'hui, on a les Gore-Tex, on a tous ces trucs, donc on a plus froid. Ouais. À l'époque, c'était les couches où on s'attrapait la crève, putain. Le froid, c'était terrible. Puis c'était lourd. On trimballait. Il n'y avait pas encore de chariot élévateur. Okay. Ah oui. Et donc, on trimballait tout à la main. C'est-à-dire que quand on chargeait 6 tonnes d'huîtres au parc, déjà, il fallait prendre du parc pour les mettre dans les casiers. Donc 6 tonnes. Après, on prenait les casiers qu'on mettait sur les bateaux, 6 tonnes. Après, on mettait les casiers qu'on mettait des bateaux sur les chalands, 6 tonnes. Et après, on mettait des chalands sur les tables de triage, 6 tonnes. C'est pas Donc mal. chaque journée, on touchait des tonnes. Ce qui explique que j'ai un physique qui s'est développé, quoi. Voilà. Effectivement. Après, donc, 78, on avait connu une grosse crise de l'huître, donc, avec des huîtres qui avaient, à cause des anti-fouling, qui faisaient de la coquille, donc qui étaient pourries. Mm-hmm. Et donc, on a perdu tous les marchés. Okay. C'est pour dire, je me rappelle, à l'époque, on faisait des promotions dans les grandes surfaces. 20 huîtres pour 12. Et on n'arrivait pas à les vendre. C'est pour dire quand même que c'était vraiment pourri. Effectivement. Et là, en cherchant des clients, en allant faire le représentant de commerce, j'ai trouvé un magasin qui s'appelait les Huîtres Brunet à Bordeaux, qui avait 2 vieilles dames qui étaient géniales, Madame Deschamps et Madame Dussel, qui en parlent. Alors, je devais pas aller voir ce magasin parce que c'est un copain de mon père, il m'avait dit ne va pas le voir, faut lui vendre des huîtres parce que c'est mon pote qui l'a. J'avais dit d'accord. Mais en passant devant, comme j'ai 21 ans ou 22 ans, je te dis bon quand même. Je suis passé leur dire bonjour, ah ben voilà, vous connaissez, et je discute avec ces 2 vieilles dames qui sont super mignonnes, qui je crois m'aiment bien, et me disent à un moment, vous savez, maintenant on est âgé, on va vendre. Et là, j'ai écouté, si vous vendez, avant d'en parler avec qui que ce soit, je vous demande qu'un truc, vous m'appelez. Et 9 mois après, elle me téléphone en me disant, écoutez, voilà, si vous voulez, on vend. Et là, je dis à mon père, maintenant, on ne prend pas de client. Ouais. On rachète le client, c'est pas pareil. Et donc, on avait racheté ce magasin, et je suis parti m'en occuper au début que l'hiver, donc de septembre à avril. Okay. Et puis après, on a ouvert toute l'année. Et là, ça a été mes débuts, donc, à la ville à Bordeaux. Okay. Où là, je suis arrivé à Bordeaux, mais encore une fois, c'était Macadam Cowboy, quoi. Moi, j'étais pas un urbain du tout, quoi. Donc, t'entends quoi par magasin de cowboy? Ah, c'est-à-dire que c'était géré. Ah non, Macadam Cowboy. Macadam Cowboy, c'est un film, d'un mec qui débarque à New York et qui est ailleurs, quoi. Ok. Donc ça, c'était 78, 79, 78, 79. Et puis là, après, j'ai commencé à développer à Bordeaux. En 82, j'ai ouvert une dégustation. Ouais. Donc à côté des Huîtres Brunet. En 82, toujours en 82, je me suis engueulé avec mon père. J'avais 27 ans. Okay. Il m'a dit, j'ai décidé que, j'ai pas très bien écouté ce qu'il avait décidé, mais j'ai dit, moi, il y a personne qui décide pour moi. Mais il m'a dit, c'est moi le patron, tu te tires. Je dis, voilà les clés, je m'en vais, et je suis parti. Et là, j'ai monté Joël D, rue des Piliers de Tutelle. Ouais. Que j'ai tenu 2-3 ans. Après, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit, je pars aux Antilles. J'ai dit, écoute, tu veux bien que je t'accompagne, je pars avec toi. Ouais. Et donc, je suis parti aux Antilles à ce moment-là. Okay. Et aux Antilles, je suis arrivé là-bas, je vais monter ma boîte. J'ai vu que le marché était tenu économiquement par une partie de la population. Donc je me suis dit, plutôt que de bosser contre eux, je vais bosser pour eux. Mm-hmm. Et puis là, j'ai appris que le directeur commercial de la maison des Roms Trois-Rivières
partais aux États-Unis et donc j'ai grillé 3 secrétaires, je suis tombé sur le PDG et puis il m'a embauché. Voilà. Ok. T'as toujours eu ce mental, ce caractère, à la fois, j'allais dire bien trempé, mais là c'est aussi entreprenant pour le coup. Parce que. Je suis marqué aujourd'hui. Je suis marqué qu'on ait inscrit le principe de précaution dans notre constitution. C'est un truc, ça me débecte. Ça me débecte parce que à partir du moment où on sort la tête de l'entrejambe de sa mère, on est en danger, on prend un risque. Et j'aimais bien la phrase de Coluche avec la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. Comme ça, tu risques rien. Et la base de ma vie, ça a été oser. Oser, avancer. Hier, j'avais ma fille qui a des moments, elle n'arrive pas, elle monte à cheval, il y a des moments, elle me dit, putain, j'en ai marre, j'arrête. Je dis, Jeanne, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'il faut arrêter. Faut avancer. La différence qu'il y a entre les bons et les mauvais, c'est que les bons, ils s'arrêtent jamais. Et les mauvais, ils déclarent forfait. Tant que t'as pas de chaos, tant que t'es pas compté 8, le combat, ça marche. Ah, j'ai vu Foreman contre je sais plus qui, Foreman, il se faisait bouffer, à un moment il en a passé une, boum, KO, c'est lui qui a gagné. Et donc ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas perdu, on peut gagner. Okay. Tant qu'on n'a pas définitivement perdu. Et que donc, il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses envies, et puis, voilà, pas d'arrêt de l'arbitre. Moi, c'est un truc que je ne conçois pas, les arrêts de l'arbitre. C'est ou le chaos, ou on est mort, ou on est vivant. Mais si on est vivant, on se bat. Okay. Et on essaie. Et si on fait ça, en fait, on n'a que de bonnes surprises. On n'a que de bonnes surprises dans sa vie, dans ce qu'on fait, quels que soient les échecs, les plaies, les bosses que nous aient créés les échecs. Mais on apprend plus de ces échecs que de ces réussites. Et moi, ma fragilité à moi, c'est que je pense que jusqu'à 30 et quelques piges, je ne savais pas ce que c'était l'échec. Ok. En fait, je me prenais pour Midas, quoi. Je touchais un truc, ça marchait. Oh, je me disais, putain, ça va, t'es bon. En fait, t'es bon. Ouais. T'es bon, et on a la fatuité de croire que, en fait. Rien ne peut nous arriver. On est bon. Ouais. On est bon. Voilà, c'est comme ça. Et alors après, la première tarte qu'on prend dans la gueule, là, dès qu'on a le goût du sang dans la bouche, on se dit, putain. Ah ouais, ça fait mal, le goût du sang dans la gueule. Et c'était quoi, alors, le premier à 30 ans, la première tarte que tu prends Des affaires qui marchent pas. Ok. En fait, le problème, quand tout marche, t'essayes tout. Tout marche. Un pote me disait, on fait ça? Ouais, vas-y, on y va. Ouais. On fait ça? Oui, on y va. Et le problème, c'est qu'après, c'est la dispersion. C'est que quand on a une valeur ajoutée qui est liée à ce qu'on sait faire bien, plus on développe, et souvent, quand on est petit entrepreneur, on développe tout seul. Donc, il y a plein de trucs qu'on laisse qui partent en vrille. On n'est pas des as de recrutement. On n'a pas forcément la monnaie pour investir sur l'humain. Donc, on barre à la lame. On laisse des trucs qui sont un peu en traviole. Et quand tout marche, et qu'on a un truc qui marche pas, si on était très bon, on irait s'occuper du truc qui marche pas. Mais comme tout marche, on se dit en fait c'est une merde ce truc. Et d'un seul coup, on n'a plus envie d'y aller. Et comme on n'y a plus envie d'y aller, ça marche de moins en moins bien. Et voilà, ça a été les premiers échecs. Et moi, j'ai des potes qui ont des boîtes, qui marchent bien. Et quand on est un entrepreneur un peu dynamique, performant, il y a plein de mecs qui viennent nous chercher en nous disant, mais putain, tiens, on va faire ça, toi. Parce que chacun voit midi à sa porte. Le mec, il dit, tiens, moi j'ai 3 balles, si je mets avec lui, on va faire champagne. Et moi, je dis souvent à mes potes, une entreprise, c'est comme un concert. Avant un concert, les mecs, ils font la balance. Ils règlent les graves, les aigus. C'est du doigté. Une entreprise, c'est du doigté. Une entreprise, ça marche... Si dans un concert, à un moment, il y a un mec qui dit on peut se faire chier avec les graves, on les coupe, il n'y a plus de concert. Et l'entreprise, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut être en permanence sur sa boîte et dans son métier pour
justement régler cette boîte, je sais pas comment ça s'appelle, la boîte les sonorités, les graves, les aigus, là, Je vois. c'est un nom, c'est un nom. Mais oui, c'est un nom, je le vois. Mais pour moi, je trouve que l'entreprise, c'est ça. En fait, le chef d'entreprise, c'est celui-là. Ouais. C'est ce mec qui, en permanence, il va régler les graves, il va régler les aigus, le vent a tourné, donc voilà, c'est un... J'allais dire platine, mais je sais pas si c'est des platines. Non, c'est pas une platine, ça s'appelle une boîte de mixage. Ok, voilà, tout simplement, parfait. Voilà, le mixage. Et en fait, un chef d'entreprise, c'est un mixeur. Ouais. C'est un mec qui, en permanence, dose. Ouais, c'est ça. Voilà, un restaurateur, il nous accueille, il y a un truc qui va mal. Le mec, il va le voir. Avant qu'on lui dise qu'il y a un truc qui va mal, il va avoir anticipé. Il va être sur nous en disant « Ah, j'ai vu qu'il y a un truc, un problème, vous voulez boire un coup », il va rattraper le truc. S'il n'est pas là, on va prendre notre mauvaise humeur liée au fait que ça aille pas. Et personne va s'occuper du fait que ça aille pas. Et là, on va se mettre à tourner en boucle comme des cons en disant... Et en plus, avec un peu de chance, il y a même un serveur qui va arriver en disant « Alors, c'est bon ?» Ça passe pas. Et que donc, d'une situation négative, si le taulier est là, le mec va récupérer le coup, il va en transformer ça en situation positive, parce que le mec va dire « Putain, il a l'œil, il est bon, il est sympa, et tout le truc. » Alors que le même événement peut créer une espèce de haine avec le mec qui dit « Mais c'est que des nazis ici, je fous plus les pieds dans ce merdier. » C'est la même action. Il y en a une qui va se transformer en positif et l'autre en négatif. Et le rôle du chef d'entreprise, c'est un peu ça. Et sur tes années, tu restes combien de temps à la Martinique en tant que directeur commercial? 2 ans. 2 ans. Ok. C'était c'est la première fois que je travaillais pour quelqu'un. Que tu travaillais pour quelqu'un. Ouais, mais moi, ça m'a jamais rien changé. Ok. Que je travaillais pour quelqu'un ou pour moi. Ah ouais. Ah ouais, ça ne... Tu faisais toujours à ta manière? Ou le fait de... T'avais pas plus un cadre là, le fait de travailler? Si, mais j'avais un cadre, mais... ça me... Comment dire? Moi, vraiment, je suis un bon salarié. Non, mais sans déconner, je suis un bon salarié parce que je travaille comme un patron. Donc, oui, c'est pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je monte un truc et que le truc marche pas, je vais me vider les burnes pour qu'il marche. Okay. S'il faut pas que je dorme pendant 4 nuits pour que ça marche et pour faire que ça roule, je dormirai pas pendant 4 nuits. Okay. C'est-à-dire que je vais pas dire à un moment... c'est pas ma boîte, je m'en fous, je laisse. Voilà, je sais pas le faire. Et j'ai jamais su le faire. Okay. Et ça a été ma limite même dans mes engagements syndicaux. Je sais pas faire un peu. Okay. Si j'y vais ou j'y vais pas. Quoi. Voilà. Mais si j'y vais. Ok. Voilà. Et donc en rentrant de la Martinique? Ben, j'ai repris, en fait j'avais pas vendu mes boîtes avant de partir, donc il y en avait une qui allait un peu mal, donc il a fallu que je rentre pour la reprendre. Donc ce que j'ai repris, c'était Joal-D. Ouais. Et puis là, ben, comme j'étais parti, après j'ai fait Dijon, après j'ai fait Bayonne, Biarritz, Paris. Ok. Et pour le boulot? Ouais, pour le boulot. Après le port de la Lune. Voilà. Ok. Mais alors, donc t'étais plus ostréiculteur à ce moment-là? Si, j'avais toujours mes boîtes de production, parce qu'entre temps, mon père m'avait rappelé quand je suis rentré des Antilles. Il m'avait demandé de revenir bosser avec lui. Donc voilà, je suis reparti à bosser à Montpater, donc j'avais la production, les restos, voilà. Ok. Et puis à un moment, ça faisait beaucoup de choses. Bah ouais, ça commence à... Et après, il y a eu la crise de 2005 avec le test de la souris, où là, on a été fermé exactement comme le confinement. Un jour, on nous a dit, maintenant, monsieur, vous pouvez plus vendre. Terminé. Alors, c'était quoi exactement si tu peux on a trouvé une algue qui s'appelle le Dinophysis, que l'on s'est mis à mesurer, et on piquait des souris avec des extraits d'hépatopancréas d'huîtres. Et le test utilisé était un test qui avait 40% de faux positifs ou faux négatifs. Et donc, si la souris commençait à marcher en travers, on disait qu'il y avait un danger, donc on fermait la zone de production. Et comme moi j'avais une grosse boîte, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Ce qui m'a amené à liquider ma boîte et à recréer les parcs de l'impératrice derrière. Ok. Voilà. Et c'était la boîte familiale, c'est ça? Ouais, c'était le plus dur ça à bouffer. Le plus dur à bouffer, c'était pas tellement l'échec, c'était moi qui arrêtais l'histoire de la production d'huîtres. Voilà. Après, c'est pas ta faute. Mais c'est pas le problème, on ferme quand même. Ouais, c'est sûr. C'est que, voilà, on ferme, quoi. Voilà. Et j'étais très content que mon père et ma mère soient décédés, parce que, vraiment... Qu'ils aient pas vu ça, quoi. Ouais, c'est rude. Bon, mais c'est la vie, hein. C'est pas grave, hein. Ce qui ne tue pas renforce. Exactement, c'est beau, c'est bien dit. Ok, on va un peu mélanger parce qu'après on arrive en 2006 où c'est là où tu fais on part sur le côté cinéma.
C'est 2005. 2005. 2005, et je dois avouer que heureusement qu'il y a le cinéma en 2005, parce que quand je pense que quand les choses vont mal dans sa vie, qu'on soit responsable ou pas responsable, je pense qu'il faut changer d'univers. Enfin, déjà, toute la vie, il faut changer d'univers. Ouais. Mais je crois que quand on a la tête dans le cul, il faut trouver la force d'aller prendre de l'air et de faire autre chose. Parce que sinon, on tourne en boucle. On tourne en boucle sur son échec, ou sur les raisons de son échec, ou des uns. Et en fait, on s'abrutit. C'est comme si qu'on voyait toujours les mêmes copains, quoi. On devient con. Et donc, ça c'est immortel, j'adore ça. Et donc, voilà, le cinéma, Guillaume m'a amené dans son histoire, dans Ne le dit à personne, et de ce coup, ça m'a... Okay. Parce que t'as recréé les parcs, mais tu voulais pas tout arrêter à ce moment-là? Non, mais 2005, on était fermé, donc on était confronté à la difficulté économique directe, mais on n'était pas totalement mort. C'est-à-dire qu'on était subclaquant, mais en période un peu tendue socialement avec les ostréiculteurs, donc personne ne me faisait chier. Mais je savais bien que dès que la situation allait se calmer, j'allais être exécuté, quoi. Okay. Je n'étais qu'en sursis. Et donc, c'était la pire période pour moi, parce que 2005 à 2008, c'était la disgrâce, donc c'était l'échec avec la disgrâce, et ça me faisait vraiment l'effet de Dreyfus qui se fait dégrader dans la cour carrée. C'était, je pense qu'on avait la plus grosse boîte ostréicole du bassin, j'étais président de syndicat, j'étais vice-président de la section, enfin j'étais... Et là, d'un seul coup, j'étais plus rien, quoi. Je suis le seul mec qui a été viré de la section régionale par arrêté préfectoral. Parce que du jour où j'ai été liquidé, le 30 mai, les affaires maritimes avec qui je m'entendais pas très bien, on dit mais il peut plus être au bureau puisqu'il est plus ostréiculteur. Donc, voilà. Et 2005-2008, c'est Chronique d'une mort annoncée. Chacun sait bien en 2005 que je me remettrai jamais. Donc j'essaye de sauver, de faire que le naufrage n'amène pas trop d'autres naufrages. Mais je sais que le naufrage est inéluctable. Et là, putain, c'est dur parce que c'est l'imaginaire de la disgrâce. C'est-à-dire on n'est pas dans la disgrâce, on est dans l'imaginaire de la disgrâce, et donc on est... en fait, l'imaginaire, c'est toujours plus terrible et plus violent, plus noir que la réalité. Et déjà, moi, je suis un mec qui ne se dit pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne mets jamais de pression en me disant « Tiens, tu vas rencontrer ou pas rencontrer ce que on verra. Quand on y sera, on verra. » Mais là, j'ai compris que tout ce qui était imaginaire, c'était délétère. Enfin, l'imaginaire négatif. L'imaginaire positif, ça fait avancer. Mais l'imaginaire négatif, c'est hyper délétère. Faut pas sombrer là-dedans parce que on finit toujours plus noir, et on n'avance pas. Et donc, l'intérêt, c'est quand j'ai changé d'un coup d'univers avec Guillaume qui m'amène dans Ne le dit à personne, putain, ça m'a oxygéné. Voilà, ça m'a oxygéné, ça m'a permis de mieux vivre le reste qui était rugueux derrière, quand même. Puisqu'après, il y a eu liquidation. Puis de la liquidation, on a recréé les parcs de l'Impératrice. Alors tout ça s'est préparé entre 2005 et 2008, puisque moi je savais que j'étais mort. Là, j'ai trouvé 2 associés qui m'ont dit mais tu veux, on va jouer avec toi. Donc on a commencé à travailler, on a été liquidé le 31 mai et les parcs de l'Impératrice sont ouverts le 1er juin au matin. Donc ça n'a pas duré longtemps, c'était assez cadencé. Mais en fait, ça a été très rude. C'était très rude. Et tu peux nous raconter aussi, parce que je trouve l'histoire drôle, la rencontre avec Guillaume, et comment tu rentres là-dedans, parce que... Alors Guillaume, je le croise. Guillaume, je le croise. En fait, un mec que j'aime beaucoup, avec qui on est très potes, c'est Philippe Sark, qui est vraiment un mec que j'adore. Et un jour, on était avec Philippe Audois, qui est un grand peintre local ici, qui est au bord de la plage.
et qui est surtout un énorme épicurien en plus d'être grand-père. Et donc on buvait un coup tous les deux un soir, et Philippe Starck arrive en me disant est-ce que vous connaissez Guillaume Canet? Et moi j'ai dit nous ici on connaît que Pontet Canet. Voilà. Et avec Guillaume qui était tout jeune, hein, ça va être 98 ou 99. Ouais. Et on devient potes, et puis donc je lui montre le bassin, enfin je lui montre le bassin que j'aime, et il tombe amoureux de cet endroit, avec moi et avec d'autres, avec Philippe Starck, avec Laurent Tailleb, avec plein de mecs qui découvrent cet endroit dont ils tombent amoureux, et j'en suis ravi puisque maintenant il habite là, et voilà. Okay. Et donc ça c'est le départ, et puis un soir on a fait une connerie, on a fait un sketch en mec au téléphone, où je me suis fait passer pour un flic, et ça a marché. Okay. Et quand j'ai raccroché, Guillaume m'a dit mais tu joues super, tu vas tourner dans mon prochain film. Et c'est comme ça que je suis parti, on ne le dit à personne. Ça tient à rien. Ouais. Voilà. Ça tient encore une fois à un moment, à des rencontres. C'est ça. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis ok c'est parti, j'y vais, ou ça va pas? Ah ouais, toujours. Non, si j'y vais. Ouais. Ah, non, mais après, alors c'est drôle parce que quand donc ça c'est une soirée, donc ça doit être en 2004. Ouais. La crise de l'huître, on est vraiment ça va être le 30 mai ou le 31 mai 2005. Il y a eu un bordel, mais quand je dis un bordel, il avait quasiment foutu le feu à Arcachon, ils avaient éperonné la vedette de la gendarmerie, enfin ça avait été une grosse manif brutale. Ouais. On avait 5 ostréiculteurs en garde à vue à Bordeaux, enfin c'était chaud, et moi je me retrouve porte-parole de la profession le lendemain matin. Je me retrouve porte-parole de la profession, et je bataille pour faire changer le message qui était diffusé par toutes les radios et les télés, qui était les ostréiculteurs refusent la fermeture du bassin d'Arcachon. Et nous, on refusait le test qui avait amené la fermeture. Donc c'était pas du tout... Ouais, on ne contestait pas. Donc je suis en train de batailler avec toutes les rédactions et les quelques potes journalistes que j'ai à essayer de dire putain, mais attendez, notre message, c'est pas ça. Donc... Et là, coup de téléphone. Salut, c'est Guillaume. Et là, moi, je suis avec la préfecture, les T'es pas dans le même... Je suis Guillaume Canet. Ah, je suis salut Guillaume, ça va Il me dit, tu joues toujours dans mon film? Ah ben, je dis, ouais. Il me dit, moi, c'est pas un grand rôle, hein. Je dis, ah bon? Et non, il me dit, mais tu vas voir, c'est un rôle sympa. Mais je m'en fous, moi, je fais le hallebardier, si tu veux, même si on me voit que la main, je joue. L'idée de venir jouer avec toi, ça me plaît, quoi, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans On ne le dit à personne. Donc, avec Olivier Marchal, et Laurent Lafitte, qui faisait ses débuts aussi à l'époque. Ok, génial. Ah la belle équipe. Donc voilà, les débuts au cinéma. Ok. Et ça se passe comment? Tu t'aimes bien? Enfin, Ah oui, j'aime bien, ouais. Mais en fait, j'ai une copine qui m'a envoyé l'autre jour un truc génial. Elle me dit, j'ai un truc pour toi. Mais j'ai dit, c'est il y a longtemps. Hein. J'ai dit, mais c'est quoi un truc avec la musique? Non. Elle me dit, je te l'envoie. Et en fait, elle m'envoie un programme qui date du 14 mai 1969 au casino Miami, enfin au cinéma Miami à Andernos, derrière le casino, où le collège, on avait joué des pièces de théâtre de Labiche, qui s'appelait Permettez Madame, et L'affaire de la rue de l'Oursine, dans lequel je joue. Elle m'a envoyé le programme où c'est marqué. Génial. Et c'est assez drôle parce que je l'envoie à un copain, chef-op, qui est un mec génial, que j'adore, qui s'appelle Christophe Offenstein, qui est le réalisateur d'En Solitaire. Et donc j'envoie le programme en lui disant « Putain, il me dit, c'est marrant, t'as vu, le mec, il a le même nom que toi. » Je dis « Pauvre con, c'est moi. » Génial. Ok. Top. Et après, c'est en 2010, les petits mouchoirs 2010, les petits mouchoirs. Là, ouais, c'est vrai que les petits mouchoirs, ça a été c'est un cadeau que m'a fait Guillaume, un cadeau extraordinaire que m'a fait Guillaume. Ce rôle. Je crois que je crois qu'il y a des grands acteurs et je crois qu'il y a des grands rôles. Je pense que des mecs comme Depardieu, Cluzet, Lelouch, Guillaume, Marion, c'est des grands acteurs. Ils peuvent, tout ce qu'ils vont jouer, on va s'identifier. C'est-à-dire Depardieu, je suis sûr que si on me foutait en petit rat à l'opéra, au bout de 10 minutes, on va y croire. Moi, si on me fout en petit rat, si on me met en petit rat, je suis pas certain. Donc, je pense que je ne suis pas un acteur. Par contre, le rôle que m'a filé Guillaume dans ce film, c'est un cadeau gigantesque. C'est un cadeau gigantesque qu'il m'a fait. Et c'est vrai que ça a été une bascule en termes de notoriété grand public assez phénoménale, mais sympathique. Sympathique parce que le personnage que j'incarne dans le film, c'est un peu un vieux sage, cool, Raoul.
Donc j'ai pas une notoriété prégnante. C'est-à-dire quand les gens m'approchent, c'est toujours bonjour, on a bien aimé, ça vous dérange pas, est-ce que... Donc c'est toujours extrêmement gentil et courtois. Ouais. Voilà. J'ai des copains qui ont, donc je dirais les normes, mais qui ont des personnalités plus exubérantes et qui animent des trucs où ils sont plus exubérants et déconnants, et je dois avouer que leur notoriété est assez compliquée à vivre parce que les gens ne les calculent pas. Okay. Ça ne s'approche pas gentiment, ils disent « putain, viens, on va boire un coup, toi. Ouais, » Et là, il y a des moments, c'est un peu dur, quoi. Quand on avait des potes, on n'est pas... Voilà. Alors que moi, j'ai jamais eu ce souci. Okay. Je n'ai que de la gentillesse avec les gens qui s'approchent, quoi. Donc, il y a une grosse différence entre le rôle et toi? Il faut demander au réalisateur. Il faut demander au... Mais est-ce que tu as l'impression de t'être totalement transformé alors? Non, mais je sais pas si si quand on joue, on se transforme. Je crois que quand on joue, on exprime l'émotion comme fonction de l'expérience de l'émotion qu'on a eue. Et que je pense que tous les acteurs, enfin ceux que je connais, les rôles qu'ils jouent, c'est une grosse partie d'eux-mêmes. Ouais. Et Guillaume l'a dit d'ailleurs, alors ça je trahis rien, mais il a dit qu'il avait cherché des personnages qui étaient très proches des personnages du film. Dans les interprètes. Il a pris des acteurs qui lui correspondaient, qui se mettraient de suite dans le rôle, parce que voilà. Ouais. C'est un non, mais je sais pas, oui, je pense... comment dire, je pense qu'on peut essayer de jouer l'émotion, mais si on n'a jamais eu d'émotion, on va forcément jouer faux. Parce que la souffrance, si on n'a pas souffert, on peut l'imaginer. Mais quand on va la restituer, les gens qui ont vraiment souffert, ben ils vont dire putain, moi qui n'a pas souffert, oui lui. Voilà, c'est un... Moi j'ai revu pour le coup la dernière scène du film où tu es quand même en grande partie présent. Ouais, c'est ça le cadeau qu'il me fait. Ouais. Quand il m'a montré le scénar la première fois, j'ai dit Guillaume, t'es barjot, c'est un rôle d'acteur, quoi. Non, il me dit c'est bon, ça va aller. J'ai dit putain, Guillaume, c'est chaud, quoi. Si je me plante, tu le filmes, hein. C'est la bascule du film. Non, il m'a dit tu vas pas te planter. Moi, c'est toi le chef, hein. Moi, et je répète, non, il m'a dit tu fais rien. Ok. On regardera tous les deux un peu à un moment. Ouais. Et c'est drôle parce que je pense que la veille de la scène où je les engueule là, sur la terrasse, qui est le premier jour de tournage du film. Ah ouais? La première scène qu'on a tournée. Okay. Et on est tous les deux en train de faire la scène. Ouais. Et ma femme arrive, on était dans une pièce isolée, tous les deux, ma femme arrive pour faire un truc, on était les deux en larmes. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, bon, on répète. Elle a dû se dire, bah sympa l'ambiance du tournage. Ouais. Voilà l'histoire, et puis après il m'a amené dans Japelou, et puis après Philippe Lefebvre, qui était le co-scénariste, m'a fait faire Péplum. Ouais. Yes. On s'est fendu la gueule, vraiment c'était super. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu après Christian Duguay, avec qui j'avais fait Japelou, donc qui était le réal, un sac de billes, m'a téléphoné, m'a amené pour le sac de billes. Donc je suis parti en Tchéquie, tourner avec... Marek Vazou, qui est un grand artiste tchèque. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Il y a eu la deuxième partie avec le Nous finirons ensemble. Nous finirons ensemble 2, oui. Après j'ai fait un téléfilm L'Héritage, yes. avec Dussault, qui est un super réal. Ouais. Après j'ai fait... Du Mangeville. J'ai fait un Mangeville avec Ladoge, qui est un super réal aussi. Et Francis Perret et Annie Dupéré, donc moi en fait je vis ça comme des ateliers poterie au Club Ben. Tu vois, voilà, c'est comme les mecs qui disent bon tiens, je vais aller faire un stage de yoga, mais moi je vais faire un stage de cinéma. Okay. Et c'est vrai que ça m'amuse beaucoup, mais s'il y en a, je suis heureux, et puis s'il y en a pas, je vis avec. Hein. Mais je crois que c'est comme la vie, quoi. J'aime bien changer, j'aime bien découvrir des univers nouveaux, des choses nouvelles. Voilà, j'ai un pote qui m'a fait, on discutait avec un copain avec qui on s'est rencontrés, où c'est passé très vite, justement. Et puis je sais plus comment, je disais, mais moi en vieillissant, je deviens hyper bienveillant. Tu vois, mais c'est vrai que je
Je pense que j'étais très con à 30 ans, tu vois. Non, mais t'es dans tes certitudes, t'as tes trucs. Puis après, la vie te fout quelques baffes dans la gueule, te fait atterrir un peu, et si tu t'enflammes, tu ratterris vite. Et je suis de plus en plus bienveillant. C'est-à-dire que j'ai une fille qui a 14 ans, et je lui dis toujours, si quelqu'un n'est pas de ton avis, si quelqu'un te paraît, ça te paraît débile ce qu'il pense, essaye de comprendre pourquoi il pense comme ça. Essaye de savoir, regarde par en haut, par en bas, par le côté, regarde partout, essaye de comprendre ses valeurs, sa culture, sa manière de vivre, comment il a été éduqué, qu'est-ce qu'il... Il y a des gens pour qui la nécessité prime sur l'affect. Parce que il y a des endroits où on va, en Amérique du Sud ou ailleurs, survivre est plus difficile que d'aimer. Et que donc, quand on est conditionné à survivre, on est conditionné à survivre. Et qu'à un moment dans la relation à l'autre, quand on est dans des relations occidentales où nous, l'affect prime un peu sur tout, ben on comprend pas quand les gens ont la nécessité qui prime avant l'affect. Et on peut avoir un jugement extrêmement négatif sur eux, alors que on n'a pas à les juger. C'est intégré chez eux. Et que donc, ben faut essayer de comprendre comment fonctionnent les gens, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui les motive. Puis voilà, mais juger. Alors quand j'aime pas, j'aime pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est quand j'aime pas, je ne vois pas. Ouais. Mais bon, chacun vit sa vie comme il peut. Je dis souvent, les gens dans la vie, ils font comme ils peuvent et comme ils savent. Ouais. Voilà, et ça s'arrête là. Ouais. Alors après, on peut leur prêter tout ce qu'on veut de négatif, mais ils font que comme ils savent. Voilà. Et savoir, c'est son éducation, sa culture, ça, c'est... si on n'a pas ça, si on n'a pas eu la chance d'avoir ça, eh bien effectivement, on est un peu avec l'entonnoir tourné dans le mauvais sens, quoi. On voit par le petit bout de la lorgnette au lieu d'avoir une vision qui s'éclaire. Et donc c'est voilà. Ouais. Et tu parles de ta fille, mais de la transmission. En général, je crois que c'est... Ben oui, la transmission. Mais oui, mais la transmission, transmettre pour moi, c'est être. Comment dire? Moi, j'ai plus regardé mon père vivre. Je me suis construit toute ma vie. Il y a des gens, depuis que je suis ado, on les voit vivre, on dit putain, j'aimerais être ça quand je serai grand. Et on se construit tous quand je dis l'exemplarité, c'est pas d'être exemplaire, mais c'est par l'exemple que l'on donne, par ce qu'on est. Et moi, il y a des gens, toute ma vie, qui m'ont marqué, qui ont marqué des traces dans mon existence, en me disant putain, quand je serai grand, je voudrais être comme lui. Voilà, je voudrais être lui. Et puis après, l'expérience aidant, l'âge aidant, on s'aperçoit que c'est plus tout à fait lui. C'est lui, mais il y a un peu de l'autre. Et en fait, on trouve son propre chemin à travers les exemples que l'on croise dans sa vie. Et avec des références. Voilà, avec des référentiels. Et moi, je me suis battu comme ça. Et la transmission, je pense qu'il est plus important d'être que de dire. Parce que je pense que les enfants... Alors, j'étais très content parce qu'un jour, j'ai vu une émission sur les grands singes. Il y avait une nana qui est extraordinaire, qui s'occupait à l'époque des grands primates au jardin des plantes à Paris, là, ou je sais pas où. Brillantissime. Des cheveux frisés, brillantissime. Elle disait en fait, les grands primates apprennent plus à regarder. C'est-à-dire que les jeunes chimpanzés, les jeunes bonobos, les jeunes gorilles, ils regardent en permanence leurs aînés et ils reproduisent. Okay. Et ils reproduisent, et après ils améliorent, ils affinent, mais ils reproduisent. La base, c'est la transmission. Et elle disait, il y avait une femelle bonobo qui avait son petit, et il en faisait faire des tests, là, de mettre des triangles dans les triangles, des ronds dans les ronds. Et puis la nana, elle dit un jour, la femelle, elle ramait, quoi. Elle était pas en forme, et elle galérait. Et le petit, qui avait assisté à toutes les expériences, mais qui en faisait aucune. C'est-à-dire qu'il était juste avec sa mère... à côté, sans les faire... Et à un moment, le petit, bien un peu excédé, elle dit, le petit a poussé la femelle, il a pris le triangle qu'il a mis dans le triangle, le rond dans le rond, la boule dans la boule, et tout a été réglé. Et elle dit, en fait, jamais, ni moi, ni sa mère ne lui avait appris. Okay. Mais en fait, il était là. Tu sais, c'est un neurone miroir. J'ai un pote qui bosse sur les neurones miroirs. Okay. Et je crois que la neurone miroir, c'est
C'est la base de l'éducation. Après, on va modifier, mais la base, c'est en regardant vivre les autres qu'on apprend à vivre, quoi. Voilà, Ouais, j'aime beaucoup. C'est pour ça que t'as fait pas mal de quelques conférences. Pour le coup, mais mon truc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je suis toujours frappé, moi, par le principe de précaution. Ouais. Je trouve que la précaution, c'est inutile. C'est pas faire n'importe quoi. Mais on vit dans un monde où aujourd'hui, on crée des peurs imaginaires aux gens. C'est-à-dire que on sort du coronavirus. Putain, mais on peut pas ouvrir une onde sans qu'il y ait des morts, de la peur, du risque, de la prévention. Ça me pète les couilles. Putain, on a des gens qui sont confinés, qui sont morts de trouille, qui ont peur de leur ombre, des mecs qui disent non, je veux pas travailler parce que je risque d'attraper le coronavirus. Alors, il y a un truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin, j'avais dû apprendre à mourir de montagne. Ok. Et c'est un des, moi vraiment, je branlais rien à l'école, mais ça m'avait, non, mais ça m'avait marqué. Il y avait Ronsard et Montaigne qui m'avaient marqué. Moi, c'était Ronsard parce qu'il adorait les femmes et Montaigne, apprendre à mourir, ça m'avait. Et c'est vrai que la vie fait partie de la mort. Okay. Et on est dans des sociétés aujourd'hui. Moi, je suis un passionné de corrida, qui est une passion normalement inavouable dans le contexte dans lequel on est. Mais moi, j'aime ça justement parce qu'il y a toujours cette mort qui plane, qui est toujours là, qui est pas exclue, qui fait partie de la vie, qui fait partie du rite. Et que, ben voilà, ça fait partie de notre vie. Moi, j'ai mes potes des forces spéciales, les mecs quand ils partent en mission, et ils savent pas, leur famille ne savent pas où ils sont. Et je disais à la femme d'un des officiers l'autre jour, je lui dis, mais tu vis avec un romantique. Elle me dit, comment ça? Mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de plus romantique qu'un mec qui soit prêt à donner sa vie pour une vision d'une société? Il a un dessin dans sa tête. C'est ça un romantique. C'est pas le mec qui écrit des poèmes et qui prend pas de risques, qui est installé au flore et qui peut critiquer la droite, la gauche, le centre, il peut se foutre la gueule à tout le monde, il risque jamais rien. Le mec qui prend un avion, qu'on envoie à 10 000 mètres, qui saute, qui s'enterre pendant 3 mois, celui-là, il a des burnes. Parce que si on l'attrape, pour le coup, les burnes, il va les avoir dans la bouche, et puis on ne le reverra plus jamais. Et ça, c'est des mecs qui ont des gaufres. Et moi, j'aime bien les gens qui ont des gaufres. Un torero qui va se mettre devant un taureau, il a des gaufres. Parce que c'est pas le cirque. Un dompteur qui va se mettre devant avec des tigres dans une cage, il a des gaufres. Et l'exclusion du risque de notre vie, bah, c'est la négation de l'être humain, quoi. Si à la préhistoire, on avait vécu comme on vit aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé le feu, parce qu'il a bien fallu qu'il y ait un mec qui s'approche du feu à un moment pour aller pendant la brindille. Il y a bien un mec qui a fallu qu'il se mouille pour oser essayer de refaire du feu, qui était vraiment le péril suprême. Ouais. Heureusement qu'il y avait des mecs qui avaient des gaufres comme ça. Sinon, mais qu'est-ce qu'on vivrait? On serait pire que les animaux, parce qu'on n'aurait même pas, comme notre intelligence nous inhiberait, on serait encore moins bon que les animaux. Heureusement qu'il y a des mecs qui ont des gaufres. Donc voilà, le risque fait partie de ma vie et je trouve que vivre sans risque et la mort fait partie de notre vie, quoi. C'est j'en reviens à Coluche, quoi. La capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort, t'as pas de risque. Un jour, il y a un politique, le président d'une réunion, il est rentré en me disant, messieurs, en préambule, je voulais vous dire que si on m'a dit qu'il n'y a pas de danger mais qu'il y a un risque, je prends pas le risque. Et j'avais dit, écoutez, la réunion est terminée, on peut rentrer dans nos bureaux. Ouais. Mais il dit, pourquoi? Mais je dis, j'attends pas ça d'un politique. Le politique, j'attends qu'ils mettent des gens sachants autour de la table, des pour, des contre, des modérateurs, tout ça. Il écoute, il arbitre, il décide et il assume. La politique, c'est ça. C'est arbitrer, décider, assumer. Quel est le conseiller qui va dire à un mec, il y a 0 risque? Quelle action dans la vie d'un individu a 0 risque? Quand on sort de chez nous, on a un risque. Déjà, même chez nous, on a un risque. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que le propre de l'être humain, c'est d'être en danger. Et aujourd'hui, on veut inhiber le danger, on ne veut pas que ça existe, il ne faut pas qu'il y ait de danger, quoi.
Enfin, c'est dramatique pour ceux qui adhèrent à ça. Ouais. Parce que... Parce qu'il faut Mais je sais même pas qu'il en faut, c'est qu'il y en a. Ouais, il y en a, donc faut faire avec. Mais il y en a, donc faut apprendre à vivre avec, plutôt que de dire, mais non, on va tout vous gérer, dormez bien, braves gens, on veille, qu'est-ce que vous voyez, quoi. Je trouve que ça, voilà, le monde dans lequel on vit manque d'humilité et de courage. Je trouve que c'est exactement ça. Voilà, s'il y avait 2 trucs, c'est ça. Il y a un manque d'humilité et un manque de courage. Et on parlait de transmission, t'as écrit un livre. Ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Sur la vague du bonheur, où en fait Michel Lafon, un éditeur qui est sympathique et que j'aime beaucoup, me téléphone un jour et me dit, voilà, on aime bien ce que vous faites représenter, tout ça, est-ce que vous pourriez faire un livre Il me dit, quand est-ce que vous venez à Paris? Je suis à Paris. Eh ben, il m'a dit, écoutez, on vient me rencontrer où vous êtes. Donc, j'étais dans le 17e, je bouffais chez un très bon restaurateur. Et il me dit, on arrive, et le mec arrive, il me dit, oui, voilà, on voudrait que vous fassiez un livre type La première gorgée de bière, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Mais, vous voyez, sur la croûte de pain qui craque, tout ça. Je dis, oh mec, Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit, écoutez, si la croûte de pain ne craque pas, je change de boulanger, mais je vais pas faire un livre. Enfin, vraiment, c'est pas... Et puis, je lui ai dit, écoutez, on va être clair, hein. Vous avez dit les petits mouchoirs, 6 millions d'entrées. Vous avez dit, même si l'autre con, il écrit avec les pieds, on va en vendre 2000, et à 2000, on a amorti, on fait champagne. Ouais. Non, il me dit, c'est pas ça. Je me prenais pas pour un abruti, en plus. Ça me fait de la peine. Et puis, il m'a dit, mais non. Et puis, je lui ai dit, en plus, c'est un truc qui m'ennuie, c'est le fait que la notoriété donne le droit de ramener sa gueule. Sur tous les sujets. Si je connais un mec, c'est un super acteur, ou c'est un super chanteur, on me dit, qu'est-ce que vous pensez du problème palestinien et israélien? Il pense, le mec, où il connaît vraiment le sujet, et puis il en parle, ou s'il connaît pas, qu'il ferme sa gueule, parce que vraiment, il va dire que des conneries, quoi. Et donc, ça me gênait un peu de pouvoir, de dire, tiens, ben, tu vas publier un truc, parce que t'es connu. Ben, parce que t'es bon, c'est parce que t'es connu, parce que s'il y a plein de mecs bons, qui sont pas connus, ils peuvent écrire les bouquins qu'ils veulent, personne ne les publiera. Sur Paris, à côté de Michel Lafon, il serait pas venu le voir. Et donc, ça me... Mais non, le mec me dit, mais vous savez, l'écriture, c'est une relation particulière entre le lecteur et le mec qui écrit, ne croyez pas que c'est... Et puis, je me suis dit, ma fille, à l'époque, elle avait, je sais pas quel âge, c'est 2012, donc elle était toute petite. Enfin, j'avais calculé que quand elle aurait 20 ans, j'aurais 70 ans. Et je me suis dit, je suis pas persuadé qu'à 70 ans, quand je vais lui raconter des trucs, elle soit disposée à m'écouter, qu'elle m'écoute, et surtout qu'elle m'entende. Je me suis dit, donc je vais essayer d'écrire des trucs qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie, mais qui ont changé ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve plus con ou moins con avant qu'après, quoi. Donc, et je me suis dit, je vais les écrire, parce que comme ça lui transmettra une partie de mon histoire, quelques réflexions qu'il peut y avoir dans cette histoire, et même si à 20 ans ça l'intéresse pas, peut-être qu'un jour à 30 ans elle va dire, tiens, mais il est pas si con que ça, l'autre. Tu vois, en fait, je crois que le problème, c'est que la capacité d'audition des choses est fonction des moments. C'est-à-dire, si on n'est pas sensibilisé à une situation, on peut avoir un mec qui nous tire toutes les alarmes du monde, nous faire tous les... Ça nous intéresse pas, ça passe. Moi, je sais que si un truc m'intéresse, je vais me bouffer 80 pages que je vais pouvoir recracher après les avoir lues, mais quasiment comme ça. Si un truc m'intéresse pas, on peut me le faire lire 100 fois. Il ne reste mais rien. J'ai fermé, j'ai oublié, quoi, c'est fini. Et donc, je me suis dit, voilà, peut-être que ça va... Peut-être que ça, voilà, ça, il y aura quelques trucs qu'elle chopera quelques trucs dedans, qui peuvent lui filer un coup de main, voilà, ou pas. Mais au moins, voilà, j'ai essayé de lui passer l'essentiel, quoi. Donc tu t'es dit, j'écris un bouquin pour ma fille. Oui, quand j'écrivais, je pensais à elle. Ouais. Bien. Et tu comptes en écrire un autre ou t'en as fait un, ça ira? Je suis en cours, là. Je suis en cours d'écriture. Oh là là. Bon, qui a rien à voir. Hein. Mais qui est assez drôle à écrire. C'est les personnages. Ok. J'ai un bouquin que j'avais adoré, qui s'appelle Sauveterre, de Jean Lartegui. Qui est un bouquin qui date de 1965, je crois. Que j'ai rencontré
par hasard. C'est-à-dire qu'un matin, il fallait que je me lève à 4h30, il était 20h chez moi, dans ma cabane, et je me dis, bon, je vais me coucher, parce que demain, je suis enquille à 4h. Puis je m'endormais pas du tout, je me dis, trouve-toi un bouquin, tu vas lire 40 pages, et puis tu vas tomber. Et je cherche, et le seul que je trouve, que je n'avais pas lu, c'était Sauveterre de Jean Lartegui. Et Jean Lartegui, c'est le mec qui a écrit Les Mercenaires, Les Centurions, enfin, qui était un mec qui a sévi à l'époque de l'Indochine, de l'Algérie, mais qui a été classé très très à droite. Et donc, putain, j'ai pas envie de dire ça, parce que je croyais que c'était comme les Centurions, les Mercenaires, quoi. C'était la guerre d'Algérie. Puis finalement, hein, il y avait que ça à lire. Bon, je dis, de toute manière, c'est pas très grave, je le prends, je vais lire 20 pages, je vais dormir. Ouais. Et en fait, j'ai lu le bouquin dans la nuit. Ok. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la guerre. Alors, il y avait des petits rappels, mais c'était pas du tout ça. En fait, c'est 5-6 portraits de personnages. Je pense que c'est le chef-d'œuvre de Lartegui. Je pense qu'il en a fait qu'un, et que c'est celui-là. Et c'est un bouquin génial. Et mon idée, c'est un peu, alors ça sera pas aussi talentueux, mais c'est des mecs qui se retrouvent en situation particulière dans une famille, et c'est voilà. Ok. Et ça m'a, alors je sais pas si ça sera publié, mais ça m'amuse de l'écrire. Okay. Donc j'ai dû faire, je dois être à 200 pages là, mais ça m'amuse. Ok. Voilà. Tant mieux. Et puis voilà. Ouais, puis je fais de la musique, j'écris. Ouais, ça va, j'ai vu, ouais. Je m'amuse, voilà. Ok. Je voulais qu'on revienne un peu sur l'huître. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours d'une huître, la vie d'une huître? Alors une huître, à partir du mois d'avril-mai, ouais. Les huîtres deviennent ce qui s'appelle un lait. Mmh. Les huîtres laiteuses. Mmh. En fait, le lait, chez les femelles, c'est des ovules, et chez les mâles, c'est des spermatozoïdes. Mmh. Alors, on distingue assez bien entre les mâles et les femelles quand le lait est très quand elles sont prêtes à pondre, parce que les femelles, c'est un peu comme des entrelacs, comme si c'était des spaghettis blancs noués, okay. Et les mâles, c'est vraiment une poche de lait. Okay. J'ai eu la chance. Un jour où je suis sur mes bassins, où je suis en train de regarder comment le courant évolue dans le truc, puisque notre job, c'est quand même des jobs que d'observation. Ouais. Et moi, j'adore observer la nature. J'aime bien regarder. Donc, je regardais la marée monter dans un bassin pour voir les niveaux d'eau et tout le truc. Et puis, à un moment, l'eau chaude arrive sur des huîtres. Et là, je vois un truc qui bouge dans un casier, quoi. Et en fait, c'était une femelle qui envoyait deux filaments blancs qui partaient au gré du courant, comme ça. Ok. Et là, j'observe ça, et puis une, puis deux, puis trois, puis quatre, et donc il y a une espèce de nuage de lait qui commence à partir. Et 2-3 minutes après, il y a des huîtres qui se mettent à claquer du bec comme ça, et qui envoient des nuages, comme des champignons atomiques dans l'eau. Ouais. Et en fait, ça c'était les mâles qui balançaient les spermatozoïdes. Ok. Voilà, donc j'ai assisté à l'accouplement sur place. Et donc, alors, quand les mâles, donc les femelles ont lâché leur substance, et les mâles aussi, ouais. Les ovules et les spermatozoïdes se rencontrent dans l'eau en milieu ouvert, il y a une fécondation qui est faite, et il y a une larve qui commence à se développer. Okay. Cette larve, elle va flotter pendant 21 jours, elle va évoluer, de plusieurs stades, elle va évoluer, elle a des cils vibratiles qui la portent dans le courant, et elle flotte au gré du courant, elle se balade. Au bout de 21 jours, elle tombe, et quand elle arrive au fond, quand elle coule, si elle se colle sur un support dur, quel qu'il soit, elle a un pied qui la fixe, elle se fixe avec une ventouse, et elle commence à faire de la coquille. Okay. Et si on regarde une huître, mais qui est grosse, qui fait 1 mm, et qu'on la regarde à la loupe, en fait c'est une huître. Okay. C'est gros comme un grain de poivre, mais si on regarde à la loupe, il y a les stries de la coquille. Déjà, il y a la coquille. Okay. Mais elle est microscopique, elle fait 1 mm. Ouais. Donc à ce stade-là, les ostréiculteurs mettent des collecteurs à l'eau, qui peuvent être des tuiles, des barres en ferraille, des tubes en plastique, des coupelles en plastique, enfin il y a plein de collecteurs. Ouais. Dans des zones où on sait que les courants gardent les flots de larves fécondées. Et à ce moment-là, ça se colle, naturellement. Donc le captage, c'est plus de la pêche que de la production. Ouais. C'est-à-dire qu'on met des supports et ça se colle sur les supports, naturellement. Okay. On laisse ces supports pendant 8-9 mois, alors ça dépend de la période où c'est fait le captage. Le captage, c'est la prise des jeunes huîtres. Parce qu'en fait, si le captage se fait en début d'été,
Comme l'eau est chaude, l'huître va se développer pendant tout l'été assez vite, donc on aura à partir du mois de février des huîtres assez grosses pour les décoller. Mais si le captage est tardif, comme on va passer l'hiver avec des eaux froides, les seins vont se développer moins vite, et donc on sera parfois obligé d'attendre le mois de mars ou avril ou mai pour gâter les collecteurs. Okay. Donc il y a déjà une différence d'élevage à ce niveau-là, et qui va de 1 à 3 ou 1 à 4 en termes de taille. Oui, donc c'est très sensible. Ouais. Ensuite, donc, on décolle les huîtres de ces supports, soit en les grattant, soit en les tordant, ça se décolle. Ouais. Donc on récupère des huîtres où il peut y avoir entre 4000 et 700 bêtes par kilo. Donc ça peut aller d'huîtres qui font 1 mm, enfin 2 mm, à des huîtres qui font 1,5 cm. Okay. Même âge. Hein. Ouais. Quand on a fait ça, on récupère ces huîtres, on les met dans des poches ostréophiles, là, toutes les poches que l'on voit en plastique. Ouais. Les premières, on les met dans des mailles de 2 mm. Et là, on en met 3-4 000 par poche. Mais c'est microscopique, hein, c'est tout petit. Là, ça se développe très vite. Donc, cette période-là où ces huîtres sont dans ces poches, il faut régulièrement les retourner pour éviter, parce que sinon, les grosses poussent. Les petits tombant sous les gros. Ouais, les petites sont étouffées, donc se développent pas, et les grosses prennent tout. Okay. Donc, il faut les tourner régulièrement pour un peu homogénéiser le développement. Quand ça arrive à un certain stade, on passe ça sur des cribles, avec différentes grilles, et on tamise, et on segmente les lots. Donc il va y avoir les 8 mm, les 6 mm, les 4 mm, et toujours les 2 mm dessous. Et on remet dans des poches avec des grillages adaptés à la taille. Okay. Et ça, c'est l'élevage de l'huître, en fait. La base de l'élevage de l'huître, c'est ça. Et régulièrement, au fur et à mesure qu'elle monte, on les resegmente, et on les remet en élevage jusqu'à 2 ans et demi à peu près. Okay. À 2 ans et demi, on a à peu près, en poids, on a à peu près 30% d'huîtres qui ont des tailles marchandes. Ça, c'est en poids. Mais en nombre de bêtes, ça doit représenter 10%. Ah ouais. Donc les autres, il faut les remettre en élevage pour regagner une année de plus. Donc là, on était à 30 mois. En fait, le top de l'huître, c'est à partir de 3 ans. Okay. Où là, on va avoir de belles huîtres parce que à 30 mois, l'huître, c'est un adolescent. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 18 ans, je mesurais 1m87 et je faisais 74 kilos. Si on m'avait foutu au four, j'étais nul à bouffer, ça valait pas le coup. Par contre, quand je suis arrivé à 30 ans, là, je faisais 105 kilos. J'étais un bœuf gras, quoi. Donc là, j'aurais été, l'huître, c'est pareil. Okay. En fait, l'huître trop jeune, elle a fait beaucoup de coquilles, et son développement de mollusques est un peu léger, quoi. Peu léger, ouais. Voilà. Donc c'est des huîtres que l'on peut gober, mais qu'on peut pas manger, parce que c'est rare qu'elles croquent. Okay. Donc c'est des huîtres qui donnent l'impression. Ouais. Qui donnent une impression, parce qu'on les gobe, il y a du sel, il y a du iode, on se dit, tiens, c'est frais. Ça passe avec le vin blanc. Mais ça, voilà, c'est pas des huîtres qu'on mange. Les huîtres qu'on mange, c'est à partir de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Okay. Où là, on a de l'huître qui est charnue, croquante. Ouais. Et une huître charnue et croquante, en fait, quand on prend une huître, si on la gobe, on la défait, on se la met, il y a une sensation de fraîcheur, on a un peu de sel, de l'iode, parfois, et puis c'est fini. Mais après, on a que du sel, quoi. Enfin, j'ai du sel. Donc après, on met du rosé, on met du pain du beurre, tout ça, on agrémente, mais enfin bon, c'est du sel. Une huître charnue, si on la prend, on a la même impression en première bouche, donc de sel qui est plus fort que le reste, et d'iode. Et quand on commence à la croquer et à la mâcher, le sel et l'iode s'en vont, et après, on passe sur des saveurs qui sont de la noisette, du sous-bois, enfin, on passe sur plein de saveurs, comme quand on déguste des vins. Et au fur et à mesure qu'on la mange, plus on la mâche, plus on la garde, plus ça délivre des saveurs. Et si là on met un coup de champagne ou un coup de vin dessus, ça refait exploser encore. Et quand on a terminé, ça reste 10 minutes, c'est long en bouche comme un verre. Et donc ça reste. Si on l'a gobé, il reste rien du tout. 3 secondes après, c'est fini, on peut passer à la suivante. Donc moi, j'aime bien les huîtres charnues et croquantes. Okay. C'est mon pied. Et j'ai vu, parce qu'on parle un peu cuisine, là, avec quelques chefs. Mais ma vie, c'est les chefs, moi. C'est eux qui m'ont appris le produit. Okay. Parce que moi, en fait, quand j'étais jeune, donc jeune ostréiculteur,
Je suis les générations des agriculteurs des années 60. C'est la continuité de ça. À cette époque, on était dans le productivisme. Il fallait qu'on produise. Les rendements moyens qu'on nous donnait, c'est les rendements moyens de la profession. Mais le performant, c'était celui qui faisait plus 15 ou plus 20 par rapport à ses rendements moyens. Ouais. On parlait pas de qualité de produit, on parlait de quantité de produit. Okay. Et moi, j'étais éduqué avec cette ligne. Et un jour, j'ai un chef qui s'appelle Jean-Marie Amat, qui était un mec génial, qui me reçoit à jeune horticulteur. Je le connaissais pas, je le croise dans l'escalier du Saint-James, boulevard de l'Intendance. Ouais. Et comme c'est un mec hyper curieux et sympa, il me dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes producteur d'huîtres? » Ah ouais, quoi, on discute, nanana. Et moi, je lui vends ma salade, je suis un super performeur, je suis le roi de la production. J'en fais plein, plus que les autres, enfin, hein. Et puis on arrive dans sa cuisine, il me dit « Ah, mais faites voir, ouvrez-les. » Déjà, je comprenais pas trop ce qu'il me demandait, parce que moi, j'étais ostréiculteur, j'étais pas écaillé, donc c'est un... Et là, il me fait ouvrir des huîtres, il me dit « Alors, celle-là, on peut rien en faire, ça, on peut rien en faire. » Ça, celle-là, on peut la cuire, mais c'est pas terrible. Celle-là est très belle. Celle-là, Tiens, c'est bizarre. Il me dit, voyez, celle-là, la maigre, là, si je la chauffe. Ouais. Mais il y a une peau qui est collée au fond de la poêle, mais il y a rien. Il y a pas de matière, il y a rien. Alors que celle-là, je peux la cuisiner, je peux la sublimer. Ouais. Ah, ouais. Et mais il me dit, mais goûtez. Et c'est lui le premier qui me fait goûter des huîtres. Il me dit, goûtez ça, et puis goûtez ça. Vous allez voir, c'est les mêmes huîtres qui viennent du même endroit, le même panier, mais c'est pas la même chose. Ouais. Et de ce jour-là, je me suis foutu à penser le produit autrement. C'est-à-dire que la finalité de ce que je faisais n'était pas la même qu'au début. Et puis je suis parti là-dedans, et puis les chefs, ils m'ont appris tout le temps, des Dutournier, des Gagnères, des Robuchon. C'est des mecs en fait qui, dans leur prisme de vision de mon produit, quand ils m'en parlent, ils élargissent le mien. C'est-à-dire que, mais en fait, voilà, la transmission, c'est ça. Pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait curiosité de la part de celui qui reçoit. Et puis, il faut qu'il y ait curiosité de celui qui cherche et qui transmet, quoi. Et moi, voilà, moi, ma vie, c'est les chefs, voilà, ça c'est Boujon, là, c'est Gagnère, c'est Petit Renaud. Moi, je passe ma vie, ça c'est Biffy, le roi des chefs, là-bas, à droite. Jean-Pierre Biffy, je pense que c'est la plus grande star des chefs qui est. Ouais. Parce que Jean-Pierre Biffy, c'est le mec c'était le chef exécutif de Potel-et-Chabot, le gros traiteur. Jean-Pierre Biffy, quand il y a des grosses manifestations, des gros trucs, on dit la carte est signée par Pierre Gagnère, ou par Robuchon, ou par Dutournier, ou par Candebord, de Rostand, ou Constant. Ça, c'est le plat qui est signé. C'est eux qui le fait. Il fait le plat. Mais après, il faut l'envoyer pour 4000 mecs. Et là, il faut industrialiser une œuvre d'art. Donc, pour industrialiser une œuvre d'art, il faut un mec qui connaisse très bien l'art et qui sache le faire, mais qui sache se diffuser. Et Jean-Pierre Biffy, c'est une star dans ce domaine. Je pense que Jean-Pierre Biffy, tous les plus grands chefs du monde, quand ils voient Jean-Pierre, c'est... comment ça va. Parce qu'en fait, s'il y a un mec qui peut communiquer leur art, c'est lui. Okay. Parce que lui, il est capable de reproduire ce qu'il voulait, mais de le reproduire, quand je dis pas industriellement, mais de le reproduire en quantité. Il y a un truc qui m'a marqué, c'était Jean Ramet, quand il était arrivé à Bordeaux. Il était au Chapon-Fin, qui était à côté du marché des Grands Hommes. Et moi, je connaissais pas, mais c'était dans mes tournées à la même période qu'Amat. Donc j'avais été voir le Chapon-Fin, c'est pour dire, comme j'étais pas affûté, le premier mec à qui j'ai fait mon discours, c'était le plongeur du Chapon-Fin. Mais comme il avait une veste blanche, je pensais que le mec était chef. Bref. Et après, je rencontre Ramet. Et quand je rencontre Ramet, il y a monsieur Ginasté, père Ginasté, qui était là, et qui s'occupait, je sais pas quoi, de l'Union des Grands Crus, et qui dit à Ramet, vous voulez pas nous faire le repas de l'Union des Grands Crus? Et Ramet dit, mais vous êtes combien? 150 ou 200? Ah non, Ramet, il dit, je sais pas le faire. Non, il dit, moi, je peux vous faire pour 30, 40, mais 150, je sais pas le faire. Et moi, je me dis, mais il est con, le mec, ou quoi? Et l'autre dit, mais c'est pas un problème d'argent, on paye le scapé. Non, mais il dit, je ne sais pas le faire. Et moi, je me dis, mais il est con, quoi. Pourquoi il prend pas, tu vois? Et en fait, c'est ça. C'est que les mecs, ils savent faire. Ils savent te faire des plats pour 30, 40, mais quand après, t'en as 200 ou 300.
faut que ça serve chaud, que ça sorte en même temps. En fait, toi, c'est pas... c'est pas la même organisation. Donc voilà. Ok. Moi, je trouvais ça rigolo parce que pour le coup, j'ai interviewé Vivien Durand. Du Prince Noir, donc qui a repris le flambeau après. Oui, je connais très bien Vivien. Vivien, le jour où Ducasse l'adoube au Prince Noir, Vivien m'appelle à 9h30 du matin et il me dit putain, j'ai monsieur Ducasse qui est là, j'ai oublié de te commander les huîtres. Énorme. J'ai dit Vivien, j'arrive. Combien de temps on veut? 2 paniers. 2 paniers. Je pars d'ici, donc je prends 2 paniers, je file, j'arrive à, je sais pas, midi moins le quart au Prince Noir. Déjà, je ne trouvais pas l'entrée, que c'est un bordel pour y aller. J'arrive là, je suis en Bermuda, t-shirt et tongs. Non, même pas. Oui, tongs. J'ai jamais mis des tongs. Quand même. T-shirt, Bermuda, tongs. Je passe à la cuisine, tout le truc. Là, il y avait plein de chefs, il y avait Béchade, il y avait plein de mecs de chefs qui étaient là. Et il dit, putain, il faut ouvrir les huîtres. Les mecs commencent, puis ils massacrent tout. Il y a plein de chefs qui ne savent pas ouvrir les huîtres. Et une huître mal ouverte, c'est comme si t'avais Elle Macpherson avec le maquillage qui coule, le rouge à lèvres pourri, une culotte sale, en fait, c'est affreux, quoi. Ça me fait pas ça, Donc c'est pas, voilà, une huître, ça doit révéler le désir, c'est une star. Ça ne mérite pas la médiocrité. Et donc, je dis au mec, laissez tomber, je les ouvre. Et donc, je fais mes huîtres, et puis il est midi et quart, midi et demi, tu vois. Et Vivien me dit, tu bouffes avec nous? Non, je dis, Vivien, t'as vu, je suis minable, tous les mecs étaient en costard cravate, je dis, non, je suis en tongs, non. Il me dit, si, bouffe, et puis il y a monsieur Amat, il est super content que tu sois là, il veut bouffer avec toi à midi. Bon, mais j'ai dit, ok, je reste. Et donc, j'ai déjeuné avec Alain Ducasse, Jean-Marie Amat, Xeradakis, et moi, voilà, on était tous les 6 à la table, quoi. Alors, tous les autres étaient un peu endimanchés, et moi j'étais emplagé. Voilà. Okay. Voilà, mais les chefs, c'est mes potes. Ouais. Sublime. Ouais, et puis je pense que pour faire la cuisine, il faut être très généreux. Faut avoir envie de faire plaisir aux autres. Et avoir envie de faire plaisir, c'est de la générosité. C'est clair, on est bien d'accord. J'avais une question, mais ça va être trop compliqué, je crois. Enfin, trop compliqué. Pour toi, le bassin en un mot, c'est pour ça que c'est trop compliqué. Le paradis. Le paradis. Ok. Bon, ça va, c'est pas si compliqué. Le paradis, ouais. Le paradis. Il y a tout. Ouais. Il y a tout. C'est beau. C'est apaisant. Ça rend serein. C'est serein. Ça peut être violent, mais c'est la vie. J'en reviens à la corrida de tout à l'heure. Je pense qu'on a tous une part maudite et une part obscure. Et ben voilà, le bassin, il a la sienne. Et quand ça pète, ça pète. Mais voilà, comme chez tout le monde. Mais je pense que d'inhiber sa part obscure ne la règle pas. C'est pire. C'est que le jour où elle s'exprime, elle est sans limite. Et que moi, tout ce qui est violence, j'aime la boxe, j'aime le rugby, le rugby c'est mon... La corrida, où justement il y a ces excès, comment dire, d'un peu d'animalité humaine que l'on a. C'est pas, on voit bien que les crimes passionnels, le mec qui fout 45 coups de couteau à une nana ou l'inverse, c'est qu'à un moment, le mec il a disjoncté du règne humain et il a basculé. Non mais ça, mais tout le monde là. Comme si tu vois comment les mecs se battent dans dans la rue parce qu'il y en a un qui a grillé un stop. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous ça. Et le problème, si tu ne sais pas le gérer, mais le jour où tu es confronté, le jour où ta bascule animale prend le dessus, si tu n'as pas appris à gérer cette violence, t'es le mec le plus dangereux du monde. C'est clair. Et que, donc, voilà, moi je trouve que c'est la corrida, la boxe, le rugby, c'est une forme d'exutoire. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est que sur les matchs de rugby, 80 000 mecs, ça sort que ton équipe est gagnée ou perdue, tout le monde se fend la gueule, tout le monde boit des coups ensemble. Il n'y a jamais un mot, il n'y a jamais une insulte, il n'y a jamais d'agressivité. Ça s'est passé sur le terrain. Et tout le monde...
Moi, j'ai joué contre des potes. Si je jouais contre lui, il savait qu'il fallait pas qu'il mette la tête au guichet, quoi, parce qu'il en prenait une. Mais c'était, comment dire, il y avait pas de, il y a pas de haine. Ouais, c'est ça. On est dans une, voilà, une partie à jouer. On a un rôle à tenir. On tient son rôle et puis et voilà. Je sais pas pourquoi on parlait de ça. Parce que pour le paradis, parce que le bassin, il t'offre tout. Ouais. Que les côtés violents du bassin. L'intérêt de l'élément naturel, c'est que tu peux pas tricher. Moi, j'ai fait beaucoup de bateaux. Quand tu es au large, tu peux te raconter ce que tu veux. Quand tu y es. Non. Alors après, tu peux te faire des films, tu peux appeler ton psy, tu peux faire ce que tu veux. Tu y es. Donc il y a toi et puis la mer. Donc tu te démerdes. Voilà. Et donc voilà. C'est pour ça que le bassin, il t'offre tout ça, quoi. J'avais vu aussi, pour le coup, on parlait de musique tout à l'heure, une chanson de Jean-Louis Aubert que t'aimes bien. Les plages. Mais oui, parce que les plages, c'est un peu ma vie, quoi. Voilà. C'est un peu ma vie. C'est vrai que quand j'étais gamin, je regardais l'horizon. Moi, quand j'étais morpion, qu'arrivait un voilier, même de 4 mètres, avec des mecs qui dormaient à bord, mais j'avais l'impression qu'ils arrivaient d'Australie. et c'est drôle, parce qu'on tournait autour du bateau, mais comme des clébards, tu vois, en espérant que le mec allait nous parler, tu vois. Et les mecs te parlaient, parce que les gens qui voyagent, ils sont super ouverts. Ouais. Sauf que toi, t'as peur de les déranger. Et putain, on était contents quand ils nous racontaient d'où ils arrivaient, tu vois. Des fois, les mecs, ils arrivaient d'Arcachon, tu vois. Ils n'avaient pas traversé la Atlantique. Mais. Vous venez d'où? Mais non, mais tu vois, c'est génial. Et en fait, l'horizon, si tu veux l'horizon, quand tu l'as devant toi, t'as toujours envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Enfin, si t'aimes le risque. Enfin, si t'aimes pas le risque, tu restes chez toi, quoi. Oui, tu fais un blocos. Et il y avait une autre chanson aussi, alors je sais plus, c'est The Sunny... On the Sunny Side of the Street. Sunny Side of the Street aussi, je trouve ça très sympa. Ça, c'est un chant super chouette qui dit poste au manteau, manteau au chapeau et va marcher du côté ensoleillé de la rue. Tu vas voir. Et même si t'as pas un rond, t'es plus riche que Rockefeller parce que t'es heureux et que le soleil ça rend heureux. Et que voilà. C'est clair. Et j'avais l'habitude de marcher avec mon blues sur le dos et d'aller au soleil. Je vais prendre la vie du bon côté, quoi. Voilà. Mais moi, c'est vrai que c'est ma chanson fétiche. Elle est très sympa. J'adore cette chanson. Et puis, ouais, voilà. Et puis la musique fait vraiment partie de ma culture. J'ai beaucoup appris en écoutant des textes, c'est sublime. T'es musicien aussi, hein, c'est ça? Ouais, mais pas bon. Non, méchant. Moi, je suis un musicien utilitaire, je te le dis. Moi, je peux faire chanter, voilà, je t'accompagne au piano, je peux faire chanter les mauvais chanteurs. Okay. Tu vois, mais je fais chier rapidement tous les bons musiciens. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce que les très bons musiciens, c'est les mecs qui ont la plus grande gentillesse du monde. Et que même la note que tu fais, ils vont te la sublimer derrière. Tu vois, un mec comme Mathieu Chédid, tu plaques un accord derrière, il t'envoie une riff, putain, t'as l'impression que t'es une star, quoi. Ouais, c'est un magicien. Parce que, mais non, mais parce que c'est des princes. Ouais. C'est des mecs d'une générosité, ils sont, ils ont pas, comment te dire, ils ont pas besoin de paraître, ils sont. Ils sont. Et quand t'es, ben tout va bien, hein. Ça va, après, quand t'es que ça plaît pas aux autres, c'est le problème des autres, pas le tien. Ouais. Et le truc, c'est qu'on veut trop souvent être dans le problème des autres et essayer de régler leurs trucs. Alors, je pense qu'il faut comprendre les gens, mais après, t'es pas obligé de faire la cabriole pour plaire à tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que t'avais dit aussi une fois. T'avais dit, je pars du principe que si on dit qu'on va mal, ça fait de la peine à ceux qui t'aiment, et si ça fait plaisir aux cons qui ne t'aiment pas. Et c'est exactement vrai. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je vais toujours bien. Si je vais mal, ça concerne moi. Et je vais pas aller affliger les gens qui m'aiment en leur mettant tous les jours mes boîtes de merde sur les pieds. Et les connards qui sont trop contents de ma merde, je vais pas leur faire le plaisir de leur montrer que j'ai la merde accrochée au cul. Donc, voilà, mais c'est vrai. Ça, c'est exactement vrai. Et je vais toujours bien. Ok. Oh, c'est bien. Ouais. Oh, c'est bien. Mais donc, tant que t'es là, tu vas bien.
Ça va. Qui c'est qui peut dire qu'il va mal aujourd'hui? À part quelques mecs qui crèvent vraiment la dalle, mais les autres, ça va, tout le monde, on est dans un pays où on est plutôt gavé par la tête et par le cul, et donc ça va bien, quoi, ça va. Non, mais c'est vrai que je dis, les gens devraient on devrait leur payer des voyages dans des pays où il y a des gens qui souffrent, pour qu'ils aient une notion, parce que la souffrance, c'est très relatif. Ah bah oui. Bah, c'est très subjectif, pour le coup. C'est totalement subjectif. Et donc, je me dis à un moment, moi je te jure, j'étais marqué à Madagascar, j'ai vu des gamins à côté des Zoumas, là, des marchés, sur les tas d'ordures, en train de chercher de la bouffe, et je te jure que quand ils jettent, il n'y a plus rien à bouffer, et bien les mecs, ils en trouvaient encore. Et là, tu te dis, putain, là. Lui, il a des raisons de dire qu'il va mal, sauf qu'il va pas mal. Ouais, c'est ça qui est fou. Parce qu'il a le smile, il est vivant. Et nous, si tu veux, on est tellement loin de ça, quoi. Nous, on est en train de gérer les états d'âme plus que de la souffrance. C'est clair. Ouais. Je suis allé en Inde pour le coup il y a quelques années. Oui, mais ils ont encore une philosophie particulière. Eux, c'est leur karma. Donc ils se plaignent pas. Ouais. Non, c'est pour ça ils ont rien, ils te donnent tout alors qu'ils ont rien. Mais ils se plaignent pas. Ils sont heureux, quoi. Enfin, alors pas pour tout le monde, en tout cas moi ceux que j'avais croisés. Mais non, mais ils acceptent leur situation. Je dis pas que c'est bien, mais c'est leur religion. Moi, je suis pas là pour juger. Mais c'est leur karma. Et puis c'est leur vie de maintenant. Parce que la prochaine sera sûrement mieux. Donc ils vivent avec des... C'est pour ça que je dis les croyances, les valeurs, la culture. C'est hyper important. On ne peut pas juger des gens sur leur manière d'être si on ne les connaît pas. Qu'on aille voir. Qu'on aille voir. Moi, si un mec qui a des discours complètement cons, à un moment, je lui pose la question, mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi qui motive? Tu vois, il y a pas... Ou le mec, c'est un abruti complet, il sait pas, et puis il recrache des poncifs qui lui viennent tout seul. Mais à partir du moment où il a une capacité de réflexion, que tu vois qu'il y a un peu d'éclat dans ses yeux, t'as envie de lui dire, mais explique-moi pourquoi. Tu vois, et moi, le truc de dire, mais moi, je parle pas au mec parce que c'est un communard, c'est un facho, c'est... Mais pourquoi ne pas lui parler, putain? Mais écoute-le, pourquoi il pense comme ça? Voilà, c'est quand même intéressant de se demander comment réagissent les gens, et pourquoi ils réagissent comme ça. C'est clair. Et la vie, c'est pas binaire, le mec, il est pas blanc ou noir, tu vois. Enfin, moi, je suis marqué, tu vois, sur la période de guerre 39-45, moi, mes générations, les années 60, la guerre, c'était binaire. Il y avait les bons résistants et les mauvais collabos, quoi. Enfin, en fait, tu t'aperçois, putain, qu'aujourd'hui, que les archives s'ouvrent, que les mecs, ils naviguaient comme ils pouvaient. Et alors, pas toujours élégamment, mais c'était pas aussi binaire que ça, quoi. C'était pas blanc ou noir, quoi. C'était... Je crois qu'il y a deux types d'histoire, de l'histoire. L'histoire avec un petit H, elle est écrite par les vainqueurs. Et l'histoire avec un grand H, elle est écrite par les historiens. Vraiment. Eh bien, on a vu beaucoup de choses. Je sais pas. C'est ça. Bah si. Alors, je serais incapable de te dire de quoi on a parlé parce que quand je parle, je suis concentré sur ce que je dis. Ouais. Et je pense que si tu me poses 10 fois la même question, je peux te répondre 10 fois la même chose, en étant aussi persuadé au moment où je te réponds, parce que j'aurais oublié la question que tu as posée avant. Okay. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant. Mon acuité, elle est focalisée sur l'instant, là, T. Ok. Bon bah parfait. Elle n'est pas à réécrire l'histoire après, elle n'est pas à préparer l'histoire d'après, c'est maintenant. Voilà. Okay. Voilà. Ah, c'est très bien comme philosophie, j'aime beaucoup. Non, mais c'est... Parfait. Donc, est-ce que tu vois quelque chose sur lesquels il faudrait qu'on revienne? Mais j'imagine que... Je sais pas ce qu'on a, je sais pas ce qu'on a oublié. C'est l'intérêt d'Alzheimer. Non mais je crois voilà pour le coup on a vu beaucoup de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Donc merci pour ton partage. Mais c'était un plaisir. Voilà l'importance des gens. Mais c'est la base. C'est la base. C'est la base. La base, c'est les hommes. C'est ça. C'est les hommes qui font la vie et alors, tu vois, je m'engueule souvent, enfin je m'engueule pas, mais moi dès que quelqu'un me dit mais le cas général, mais je t'en connais toi des cas généraux? Moi j'en connais pas, j'en ai jamais vu de ma vie. Je n'en connais pas. Je trouve que le cas général,
c'est le truc qui te permet de ne pas décider, qui te permet de t'échapper. Et on en revient encore à la notion de risque. Moi, je crois beaucoup à la conscience individuelle. Les religions, la loi, en fait, tous ces trucs-là ont existé pour pallier au manque de conscience individuelle des gens. Mais c'était des palliatifs. Aujourd'hui, c'est devenu être directeur de conscience. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu penses par toi-même, tu peux être suspect. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu parles avec les gens en disant, mais moi j'ai constaté ça, expérimentalement. Ah, les mecs te disent, non, mais le cas général, c'est pas ça. Le cas général, c'est un truc qui n'est jamais existé, mais qu'on imagine, tu vois, qu'on conceptualise. Mais c'est jamais applicable, parce que ça n'existe pas. Il y a une très belle phrase d'un mec qui s'appelle Itard, qui dit « On est savant que par l'expérience, lucide que par le doute, et intelligent que par l'acceptation de la limite du savoir acquis. » Je trouve que tout est dit, tu vois. Je trouve que tout est dit là-dedans. C'est clair. Ouais. Et le deuxième truc, alors la deuxième lecture qui me marque beaucoup, c'est le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Okay. Et ça, alors je sais pas pourquoi on l'enseigne pas plus dans les écoles. Ouais. Parce que moi j'ai découvert ce poème, j'avais 30 ans, mais ça a été une révélation. Je me suis dit, putain, mais si tous les hommes vivaient avec ces préceptes, mais que la vie serait facile. Tu vois, qu'est-ce qu'il y aurait comme intelligence sur la Terre? Et voilà. Voilà mes conneries. Ce sont de belles conneries, moi j'aime bien. Voilà, non, mais c'est... Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Ouais, non mais c'est très bien. On a tout dit, je sais même pas ce qu'on a dit, donc... Ouais, bah parfait, bah voilà. C'était bien, je te le dis, c'était très bien. Et bah écoute, merci beaucoup Joël. Mais c'était avec plaisir. Au plaisir de te retrouver. Donc pour le coup, on a enregistré au Parc de l'Impératrice, donc on peut venir... on peut venir acheter ici directement? Ouais, le matin, on est là tous les matins. Le matin, on emballe les huîtres pour les restaurants et l'après-midi, on va livrer, donc... Ok, ça marche. Donc tous les matins, on est là de 7h30 à 13h30, 14h. Ok, ça marche. Donc on viendra ça, je mettrai le lien. Voilà. Et bah, ça fait plaisir. C'était un bonheur. Bonne chance. Merci. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'oser. Oser entreprendre, oser pousser une porte, oser se faire entendre. Joël est un beau mélange de tout cela et c'est ce que j'aime chez lui. Alors je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et de parler de ce podcast autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, soyez curieux et échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!